Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flack qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à constamment en apprendre plus et à s'améliorer aussi bien mentalement que physiquement. Et aujourd'hui, c'est la première fois que je fais cette intro devant une caméra en vidéo parce que cet épisode est disponible en vidéo sur la chaîne YouTube du podcast, donc Expansion par Eric Flack sur YouTube. Pourquoi est-ce qu'elle est disponible en vidéo? Parce que c'est une interview, alors plus techniquement c'est une interview de moi-même sur le podcast de ce cher Hugo Owona, le rendez-vous musclé. Il a également une chaîne YouTube et on a discuté de pas mal de choses sur lesquelles je vais revenir et on a filmé tout ça et du coup j'ai la vidéo. De plus, pour les prochaines interviews que je vais faire, que je suis en train de faire actuellement parce que là je suis dans un décor qu'on ne reverra jamais, qui est un Airbnb à Paris vite fait où je suis pour le travail, pour faire pas mal de podcasts. J'ai beaucoup d'interviews qui vont arriver et toutes ces interviews ont été filmées ou vont être filmées de façon à ce que si tu veux participer un petit peu plus à la discussion et voir nos visages et notre langage non verbal, tu puisses le faire aussi depuis la chaîne YouTube. Les épisodes en monologue, je vais continuer à les faire juste en audio parce que c'est plus simple. Et puis voilà. Donc si ça t'intéresse de nous regarder parler pendant cet épisode, tu peux le faire sur YouTube. Mais je t'encourage quand même à utiliser ça comme un podcast, c'est-à-dire à faire autre chose en même temps. Parce que c'est quand même un petit peu le but de base, de ne pas avoir à regarder la vidéo. Voilà, quoi qu'il en soit. Pour le sujet de l'épisode du jour, on va parler un petit peu de mon expérience en musculation, en street lifting, en street workout. On va parler des différences entre ces pratiques, comment débuter, comment progresser. On va parler confiance en soi, introversion, timidité, mon expérience liée à tout ça. On va parler création de contenu, notamment comment gérer l'équilibre entre la passion et le business, parce qu'il faut essayer de s'y retrouver là-dedans. On va parler des expériences un petit peu extrêmes que j'ai parfois fait sur YouTube et aussi du pourquoi. Pourquoi est-ce que je fais ces trucs? Est-ce que je les fais? Est-ce que je veux prouver quelque chose aux autres? Est-ce que je veux prouver quelque chose à moi-même? Eh ben, je vais répondre à cette question. Et ensuite, on va parler de l'idéal de l'optimisation de sa vie et de l'autodiscipline, les bons et les mauvais côtés, à chercher à toujours vouloir faire les choses bien, à toujours vouloir faire les choses mieux. Jusqu'à où est-ce qu'on peut pousser tout ça et comment est-ce qu'on peut s'y retrouver là-dedans? Quel est le juste milieu, comme d'habitude, à chercher à atteindre? Voilà, et on va parler finalement un tout petit peu de mon processus de création de podcast en solo, comment je parle pendant 1 heure de suite pour faire ces épisodes que tu écoutes peut-être régulièrement. Voilà, tout cela a été fait pour le podcast de ce cher Hugo, dont tu trouveras tous les liens vers ses réseaux dans la description de la vidéo YouTube, dans la description de l'épisode. Hugo parle beaucoup de force athlétique, de powerlifting, mais aussi de développement physique et mental en général. Il interviewe pas mal de personnes, des profils divers et variés, la plupart du temps dans le sport. C'est très intéressant, je te recommande tout ça. Et voilà, sans plus attendre, je te laisse avec notre discussion avec Hugo Owona. Qu'est-ce qui, toi, du coup, t'as orienté vers le street lifting quand t'es passé de cette période où, justement, t'étais en petite perte de motivation par rapport à la musculation? Bah, en fait, la musculation, j'en ai fait pendant 7-8 ans, à la salle, 7 ans, ouais, je sais plus exactement, de 17 à 25 à peu près, j'ai fait de la muscu. C'est là où, d'abord, pendant les 3 premières années, j'ai eu 0 résultat, tu vois, le temps que je comprenne un peu comment il fallait faire. Et puis, au bout d'un moment, j'ai réussi, en fait, la muscu, c'était pas mal une histoire de confiance en moi, de physique et de masse musculaire et tout ça, tu vois, je voulais avoir des muscles et tout, je pensais que ça allait m'aider socialement, ça m'a aidé un petit peu, ça m'a donné confiance en moi, c'est qui m'a aidé socialement, tu vois. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, rajouter encore 2 kilos, 5 kilos de moins en moins sur les différentes barres, j'ai commencé à manquer un petit peu de motivation et c'est là en fait que je me suis dirigé vers le street workout d'abord parce que j'avais envie d'apprendre à contrôler mon corps dans l'espace. Je voyais les mecs faire des figures, le drapeau, des machins comme ça. Je dis ouais, c'est stylé, j'aimerais bien essayer d'apprendre ça. Et j'ai appris à faire le drapeau en fait concrètement en parallèle de mes entraînements de muscu. Donc je continuais la muscu, mais je faisais un peu ça. Et quand j'ai réussi, je me suis dit ah ouais, en fait j'y arrive aussi. Du coup, et là j'ai assez sèchement transitionné vers le street workout où je faisais vraiment que du poids du corps et ça a duré tout en gardant en fait en muscu je faisais des tractions lestées, je faisais déjà des dips lestés, simplement passer des exercices magnifiques pour créer de la force et de la masse et ça j'avais continué un peu en parallèle du street, mais j'avais un petit peu laissé ça de côté pendant plusieurs années, le temps d'apprendre les figures au poids du corps.
Et là, 5 ans, ouais, ça fait 5 ans que j'ai commencé le street, un peu moins. Je m'entraîne souvent à la salle de muscu quand même parce que j'aime bien l'ambiance. Enfin, quand c'est ouvert, tu vois, ça a rouvert. Du coup, j'ai pu recourir. La salle, trop bien. J'ai retrouvé mes petits poids, mes petites barres et tout ça. Et puis, c'est vrai que j'aime bien l'ambiance. Moi, j'ai grandi en fait dans la salle de muscu. L'ambiance, la fonte, les gens qui poussent autour, je trouve ça motivant. J'aime bien. Et là, je me suis remis un peu au street lifting parce que ça mélange un peu ces deux mondes que j'aime beaucoup, la muscu et le street workout. Donc, ouais, mais je fais aussi de la muscu, je fais aussi du street. Je fais un peu les trois. Je t'avoue que je suis moins dans une optique programme ultra carré comme j'avais au début, où je mesure absolument tout. Parce que c'est vrai qu'au bout de 12-13 ans à m'entraîner... c'est plus un lifestyle, une habitude, quoi. Exact. Alors là, pour le coup, c'est clairement une habitude. Il n'y a pas de doute. C'est tous les 2 jours. Moi, je vais m'entraîner et je me pose pas la question. Tu vois, c'est comme je vais aux toilettes tous les jours. Je vais à la salle tous les 2 jours. C'est la même chose. Ça se discute pas. Je suis obligé. C'est un besoin, tu vois. C'est une habitude. Mais c'est moins structuré qu'avant, forcément. Aussi, c'est ce que j'allais te demander, du coup. À quoi ton entraînement il ressemble? Est-ce que, du coup, tu fais vraiment ce que tu as envie? Parce que nous, au powerlifting, on est très... tu as le programme, tu suis à la lettre, etc. et tout. Et je me demande aussi, dans le street workout, comment tu commences? Parce que est-ce qu'il y a un programme que tu suis, que tu trouves sur Internet, où il y a des gens qui font des vidéos YouTube pour t'apprendre à commencer? Ou est-ce que tu vois une figure et tu te dis, OK, cette figure-là, j'aimerais bien apprendre à la connaître, donc, à la faire, donc tu apprends à la maîtriser, et puis tu vas de figure en figure, etc. Est-ce que c'est plus comme ça? Ou est-ce qu'il y a des programmes, genre t'arrives le lundi, allez, je sais pas, 10 tractions, et puis après, comment ça se passe? Alors, moi, j'ai commencé du coup le street il y a 5 ans. Il y avait quelques personnes qui faisaient des vidéos sur YouTube. Il y en avait. C'était pas enfin en français. En anglais, les Américains, voilà, ils ont toujours de l'avance, bien entendu. Donc il y avait des vidéos, tout comme il y a des vidéos sur la muscu, il y avait des vidéos sur le street, comment commencer. Et vu que moi, je venais du monde de la muscu, en fait, je savais comment me faire un programme efficace en muscu. Ouais. Je connaissais les rep range, si je veux faire de la force, il faut pas que j'aille faire du 20 reps de suite, etc., etc. Et j'étais parti un petit peu là-dedans. Moi, je connaissais assez bien les splits de muscu, tout ça. Et donc, en fait, j'ai adapté ça au street en mode, c'est fondamentalement un peu la même chose. Ça ressemble énormément. Il n'y a pas de raison que si ça marche pour la muscu, ça marche pas pour le street. Donc, moi, je me suis tout de suite fait un programme, tout comme je m'étais fait des programmes de muscu. Et je cherchais, au début, tu peux faire un peu plus de full body. C'est assez intéressant quand tu es un peu débutant aussi en street. Il y a beaucoup de volumes et de fréquences qui sont intéressantes. Il y a beaucoup de figures. Si tu les fais qu'une fois par semaine, tu vas galérer de ouf pour progresser rapidement. Et au début, je partais un petit peu en full et je me faisais un programme tout seul. Et ensuite, là aujourd'hui, ça ressemble un peu plus à du push-pull, ce que je fais, sachant que j'inclus les jambes j'inclus les squats dans le push. Quand je fais du soulevé de terre, je le mets dans le pull. Et sinon, je fais tout ce qui est poussé, tout ce qui est tiré. C'est vrai que pour le street, c'est beaucoup plus focus haut du corps, le street, qu'on se le dise. Y a pas mais tu fais quand même du squat, tu vois, c'est bien. Ouais, c'est bien. Tu fais quand même du squat. Ouais, mais j'aime beaucoup le squat. En fait, j'ai détesté ça quand j'ai commencé la muscu. Je pense, comme beaucoup de gens, c'est très désagréable de faire un squat avec une grosse barre au début. Mais j'ai appris à aimer ça, tu vois. Et je pense que quand t'apprends à l'aimer, derrière, tu l'aimes un peu pour toujours, quoi. Parce que c'est quand même des sensations qui sont difficiles à reproduire. Les squats et les soulevés de terre, c'est des sensations que tu peux pas reproduire au poids du corps, au street workout. C'est impossible. Tu peux faire tous les pistoles que tu montes. Il faut que tu viennes au powerlifting, voilà, c'est ça. Ouais, je suis moins intéressé par la compétition en général. Tu vois, j'ai jamais été très intéressé par les compétitions de street workout. La muscu, par définition, il n'y a pas vraiment de compétition, entre guillemets. Ouais, je fais un peu mes trucs dans mon coin. Mais c'est vrai que si tu veux commencer le street, en vrai, aujourd'hui, moi le premier, j'ai fait depuis 3 ans et quelques des vidéos sur comment commencer le street, avec des programmes, avec des choses comme ça. C'est bien mieux, je pense, de partir avec une approche structurée, je sais exactement ce que je fais, je note mes résultats, la fois d'après je reviens, si j'ai vu que j'ai fait 8 tractions la fois d'avant, là je sais, il faut que je fasse au moins 8 tractions, mais mon but c'est d'en faire plus, ou c'est de faire plus un petit peu à chaque fois et de progresser et de noter ses résultats. Quand on débute, je pense que c'est vraiment la meilleure façon de progresser rapidement, efficacement, et de savoir dans quelle direction tu vas et de pas juste y aller complètement au hasard. Après, du coup, aujourd'hui, moi, voilà, comme j'ai dit, je fais un peu plus push-pull. J'arrive, je sais que je fais push aujourd'hui. Je sais quels sont mes gros exercices de push. Je varie un petit peu entre 2 types de séances. Il y a la séance où je suis plus dips lestés, et il y a la séance où je suis plus handstand push-up au poids du corps. Et puis ensuite, j'ai 1 ou 2 ou 3 gros exos principaux au début de séance. Et ensuite, j'y vais un peu au feeling parce que je suis là pour m'amuser aussi, pas mal, quoi. Tu m'étonnes. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire?
J'ai remarqué là, en préparant l'épisode et donc en regardant tes vidéos, en écoutant tes podcasts et même là, depuis 5 minutes qu'on discute, t'es très réfléchi, très calme, très posé. Mais t'as dit aussi parfois dans tes podcasts, tes vidéos que de base t'étais timide, t'es plutôt timide. Donc je voulais savoir comment toi comment t'as développé, donc on en a un petit peu parlé tout à l'heure au début, cette confiance en toi. Donc t'as dit par la musculation, est-ce que c'est vraiment la musculation qui t'a permis d'avoir cette confiance en toi et ce style super posé, réfléchi, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose que t'as travaillé à côté ou pas? Parce que quand t'es timide, c'est pas forcément de prime abord tu vas dire je suis un peu timide, vas-y je vais ouvrir une chaîne de chaîne YouTube sur la musculation et je vais donner des conseils aux gens sur le street workout. Donc comment ce cheminement s'est fait un petit peu? Je pense qu'il y a une différence entre le fait que je sois relativement calme et ma confiance en moi. Je pense que j'ai toujours été calme, j'ai effectivement timide, oui, introverti, oui. C'est pas nécessairement la même chose, mais moi je pense que je corresponds assez bien aux deux et que j'y corresponds toujours aujourd'hui. Je pense qu'on reste introverti plus ou moins pour toujours. Moi j'adore être seul en fait concrètement déjà. J'ai pas besoin d'aller voir d'autres personnes pour recharger mes batteries, on dira, au contraire. Et la timidité, c'est vrai que je l'ai eu très longtemps parce que moi j'étais un adolescent très renfermé. J'ai beaucoup joué aux jeux vidéo quand j'étais jeune. Je faisais que ça en fait, c'était un peu ma vie. C'est vrai. Avec mes quelques potes geeks. Je vais te laisser finir, mais après j'ai une théorie. Ouais. Excellente. Mais vas-y, finis. Du coup, je passais beaucoup de temps à jouer aux jeux vidéo, vraiment, jusqu'à 17 ans en fait. À 17 ans, j'ai commencé la muscu en salle, en mode. J'ai zéro confiance en moi. J'ai jamais eu de meuf. Aucune meuf n'a l'air de vouloir de moi. Moi, je m'aime pas vraiment non plus. Du coup, si les filles, elles aiment bien les muscles, je vais essayer d'avoir des muscles. Peut-être qu'on va pouvoir arranger quelque chose entre nous, tu vois. S'il y avait pas de meufs, il y aurait beaucoup moins de mecs qui feraient de la muscu, c'est clair. En tout cas, qui commenceraient. Je pense que on reste pas tous dans la muscu pour les meufs, mais on commence tous pour les meufs. On commence souvent pour des raisons un peu externes et on continue pour des raisons internes parce qu'on aime ça. Moi, si j'ai fait ça pendant 8 ans, je me suis vite rendu compte que je le faisais pour moi et parce que ça me plaisait et que s'il y avait des dommages collatéraux de s'appeler à d'autres personnes, bah c'est tant mieux quoi, bien sûr. Mais ouais, c'était un peu ça et en fait, c'est vrai que quand j'ai commencé la muscu, c'est là où j'ai commencé à vraiment mûrir, me transformer un peu mentalement, physiquement aussi. Et tout ça, c'est vraiment ce qui a commencé à débuter cette confiance en moi. En fait, ma confiance en moi aujourd'hui, je suis toujours timide, je suis toujours pas. C'est pas parce que c'est pas parce que je parle bien à la caméra, on dira, que dehors je suis le mec à nouveau, ça y est maintenant je suis extraverti, je vais parler aux gens et tout ça. Moi je suis j'aime bien être tout seul dans mon coin pour dire les choses de façon à ce qu'on les comprenne, même si je suis pas non plus je suis pas un ermite non plus ou un asocial, tu vois. J'adore aller dehors parler aux gens, mais j'aime bien être tranquille chez moi. Mais j'estime avoir une très grande confiance en moi qui est liée aux choses que j'ai réussi à faire et ça a commencé par la muscu. En fait, moi, pendant un moment, surtout pendant la muscu, mes 3-4 premières années, j'avais l'impression que j'arrivais pas à avoir de résultats parce que je faisais de la merde, hein, qu'on se le dise. Je mangeais 6 fois par jour, je suivais des programmes bidons, clairement. Ouais. Et on m'avait pas appris qu'il fallait genre monter les poids et tout ça. Enfin bref, tu vois, c'était vraiment n'importe quoi. Et du coup, je me disais, mais c'est pas possible. Comment ils font les mecs pour être musclés, tout ça. Ça me semblait impossible. Et éventuellement, au bout de 3-4 ans, j'ai fini par comprendre ce que je faisais de faux. Et ensuite, j'ai, entre guillemets, réussi à modifier mon corps. Et là, j'ai eu la preuve vis-à-vis de moi-même. Ok, tu as réussi toi-même à faire ça. C'est vraiment à toi que tu le dois parce que c'est pas un truc que tu peux acheter, hériter ou voler ou acheter. Ouais, enfin, t'es obligé de te battre pour ça. Et j'avais l'impression que je m'étais battu pour y arriver. Et je me suis dit, ah ouais, ok, en fait, j'ai vraiment essayé, je me suis vraiment donné. Et je suis arrivé à faire ça. Ça veut dire que si j'ai réussi à faire ça alors que je pensais que c'était impossible ou très très difficile, pourquoi est-ce que les autres choses que je vois de cette façon le seraient également? Et ensuite, en parallèle de tout ça, j'avais des études, j'ai fait des études à l'Uni que j'ai bien réussi également. Et toutes ces petites accumulations de choses que j'ai fait ou que tu fais en général, qu'on fait en général et qu'on se voit réussir et progresser là-dedans, on prend un peu la confiance, tu vois, littéralement. Ça motive de voir les petits progrès, on avance de plus en plus, on progresse de plus en plus. Et c'est aussi via ce raisonnement qu'à la fin de mes études, pour le coup, je me suis dit, ok, mais en fait, lancer une chaîne YouTube, essayer de faire quelque chose sur les réseaux, c'est le genre de truc qui a l'air d'être réservé aux autres. Ça a l'air, c'est saturé, c'est impossible, c'est trop tard, blablabla. Ouais.
Et je me suis quand même dit, ouais, mais en fait, autant essayer, parce que c'est bien joli de se dire que c'est impossible, mais en fait, je me suis déjà rendu compte que manifestement, quand on essaye parfois, sur un malentendu, ça marche quand même, hein, les trucs impossibles, ça peut quand même marcher. Et du coup, j'avais la confiance. En vrai, quand j'ai commencé, j'avais la confiance que ça allait marcher, parce que je me suis dit, ouais, mais il n'y a pas de raison en fait que ça marche pas si vraiment j'essaye, si vraiment ça me plaît. Et par définition, si je le fais suffisamment longtemps, c'est parce que ça me plaît. Et c'est ça. Après, j'ai dû apprendre à parler devant la caméra, tout ça. Je pense que tu sais ce que c'est. Personne n'est né, personne n'est né avec un micro devant la bouche ou une caméra devant la tête. On est tous plus ou moins à l'aise vis-à-vis de ça, mais ça, j'ai dû apprendre. Et j'ai dû apprendre tout le reste, hein, parce que youtubeur entre guillemets, c'est un truc, ça s'apprend sur le tas encore. Ça s'apprend sur le tas. Voilà. Pour l'instant en tout cas, ça s'apprend sur le tas. On sait c'est pas sûr qu'ils encore font pour des l'avenir, écoles. mais Je suis sûr. Moi, je suis sûr qu'ils font des écoles. J'étais en école de commerce, il y a des gens qui sont partis pour rejoindre une école qui t'apprennent à être streamer. Tu vois, déjà, ça qui t'apprennent à quoi? À être streamer. À être streamer, ouais. Il y a déjà des écoles. Alors moi, j'y crois moyen, hein. Je t'avoue qu'à mon avis, je vois pas comment on peut t'apprendre à être streamer. Mais bon, la seule c'est façon... sûr qu'ils font des écoles de youtubeurs, hein. J'y crois. Il y avait une école de youtubeurs qui était sortie, ça avait entre guillemets fait le buzz parce que ça semblait un peu saugrenu pour pas dire autre chose. Moi j'y croirais le jour où c'est justement des... Bah, tu vois, c'est comme à l'université, c'est les professeurs, c'est pas vraiment des profs, c'est des professionnels qui donnent 2-3 heures de cours sur leur sujet de prédilection à côté. Bah, dans ton école de stream, s'il y a Squeezie qui donne un cours, s'il y a Gotaga qui donne un cours, s'il y a je ne sais qui, là je t'aurais dit ok, d'accord, là il n'y a pas de doute, tu vas apprendre des trucs parce que c'est des professionnels qui viennent donner des cours. Après, si c'est juste un businessman qui s'est dit je lance une école de streaming et puis je recycle des trucs logiques, et il n'y a personne avec de l'expérience, là je te dirais ça semble un petit peu un peu foireux comme business plan, tu vois. YouTube, streamer, etc., la création de contenu en général, c'est le genre de truc que quoi qu'il arrive, on peut te passer des heures à t'expliquer la théorie et au bout d'un moment il faut mettre les mains dans le cambouis, tu vois, il faut allumer le bouton, il faut appuyer sur record, etc. Et c'est qu'en faisant, en pratiquant que tu vas t'améliorer. Mais par contre, il y a des youtubeurs du coup qui font des cours en ligne, et je sais pas si tu connais Ali Abdaal. C'est un youtubeur de productivité. Je te recommande, c'est en anglais par contre. Mais par contre, il fait vraiment des très bonnes vidéos sur la productivité et tout, c'est cool. Et lui, il a créé une formation qui s'appelle YouTuber Part-Time Academy. Et donc, c'est une formation qui est faite pour t'aider les gens qui ont déjà un boulot. Donc, il te dit pas justement tu vas devenir youtubeur, etc. Non, il te dit t'as déjà un boulot et sur le côté après tu crées ta chaîne YouTube en fonction de ta passion, tes trucs et il te donne des cours. C'est plus créer une communauté entre guillemets, te donner les codes pour commencer une chaîne YouTube et créer une communauté. Et ça, je pense que ça peut marcher sur le côté. Mais de là à faire une école comme si tu faisais une école de commerce, une école de youtubeur, je trouve ça un peu... C'est vrai, c'est l'école que tu dois présenter à tes parents en mode je m'inscris à cette uni. Là, c'est pas le bon format. Je pense qu'il vaut mieux effectivement partir sur le side hustle et le hobby à côté. Et c'est vrai que j'ai l'impression que justement c'est les youtubeurs souvent, que ça soit des youtubeurs en dev perso ou même d'autres types de youtubeurs qui au bout d'un moment se disent ok, moi j'ai réussi entre guillemets sur YouTube, je pense pouvoir l'apprendre aux autres, et c'est souvent vers les youtubeurs que tu auras envie de te tourner pour apprendre à devenir youtubeur entre guillemets, tu vois. Donc tu as envie d'être mentorisé par quelqu'un qui a déjà réussi à faire ce que tu cherches à faire par définition à nouveau. Et c'est vrai qu'en parlant de formation de youtubeurs et tout ça, j'ai l'impression qu'aujourd'hui les plus grosses écoles, à défaut d'un meilleur terme, c'est justement ces rassemblements, ces regroupements de youtubeurs. Tu vois, Pierre Cross, il a fondé quelque chose, Maison Blanche. Il y a la Redbox, il y a différents groupes de youtubeurs qui sont tous un peu dans la même baraque, qui s'entraident, qui font des vidéos ensemble, qui font c'est des espèces d'incubateurs en fait, tu vois. Alors c'est pas une uni conventionnelle dans laquelle il faut que tu entres et que tu postules et que tu sois accepté. Enfin, il faut que tu sois accepté. Mais ça commence, tu vois, un petit peu à donner quelque chose. Après, ça reste assez élitiste, hein. Il me semble, je sais pas trop comment tu rentres là-dedans, mais faut avoir des contacts, probablement. Les contacts, ça aide, hein. Dans tous les vidéos, ça aide beaucoup les contacts, ouais. Mais ça va se développer, je pense que ça va se développer, effectivement. Ouais.
Ça rejoint le truc, l'idée de vivre de sa passion. Je pense qu'aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, etc. et tout, maintenant, tout le monde voit. En tout cas, avant, t'avais pas d'exemple, en fait, de gens, ça te restait très rare. Les gens qui sortaient de cette voie commune de je vais faire une bonne école ou une université, avoir un bon boulot, et voilà. Maintenant, t'as de plus en plus d'exemples, et c'est aussi pour ça que je fais ce podcast et que j'étais content de discuter avec Bazinga et avec toi. C'est des gens qui montrent tous les jours que la voie conventionnelle, entre guillemets, est pas la seule voie possible, et que si tu mets les efforts parce que l'avantage YouTube, c'est que les gens documentent leur parcours de A à Z. Tu peux toujours revenir. Souvent, tu as les gens qui réussissent et qui font des interviews et qui sont pas youtubeurs ou le parcours plus classique, on leur explique, OK, comment c'était vos débuts. Et tu sais, tu as forcément ce biais de, forcément, tu t'es créé ce petit chemin et tu occultes peut-être toutes les difficultés que tu avais à l'époque et tout pour te rappeler. Ça a l'air évident. Ah oui, j'ai fait ci parce que ci qui m'a amené à ça. Alors qu'au fond, sur le moment, tu pensais pas. Tu as fait un petit peu les choses comme tu le sentais et au final, ça a bien tourné. Alors que l'avantage du youtubeur qui documente tout, c'est que tu peux revenir sur les vidéos d'avant et voir vraiment ce qu'ils pensaient à l'époque et comment se sont fait les choses. Donc je trouve que c'est super intéressant d'avoir des gens comme toi ou comme Baz ou comme d'autres qui documentent un petit peu leur truc et tu vois leur parcours de A à Z. Et donc tu peux vraiment te faire une idée et voir, OK, il dit ça, mais il a fait ça. Tu peux concrètement le voir. Je trouve ça super cool, quoi. Et puis par définition, tu peux toujours aller regarder la première vidéo. Tu peux toujours rescroller pour aller chercher. C'est toujours assez gênant de regarder ces premières vidéos. Moi j'ai du mal. Moi je les regarde pas. Je peux pas les regarder mes premières vidéos. Mais ce que j'aime bien vis-à-vis de ça, c'est que c'est la preuve que j'ai l'impression que c'est mieux parce qu'aujourd'hui mon avant-dernière vidéo, je peux la regarder. Je me dis c'est pas si mal. Et la première, je me dis, c'est plutôt horrible comment je parle. C'est pas du tout moi, c'est c'est normal. Il faut progresser à ce niveau-là. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il y a 1 an et demi, quand je regardais ma dernière vidéo, j'étais là en mode, elle est pas mal. Alors que là, je vais regarder la même vidéo d'il y a 1 an et demi, j'ai progressé depuis quand même. Ça, c'est pas plus mal aussi. Parce que, heureusement, c'est bien, c'est que t'es en continuelle progression et tu as effectivement, comme tu l'as dit, cette preuve, cette documentation pour toi-même aussi que ça bouge. Normalement. Tout à fait. Toi qu'on est à parler de ta chaîne YouTube, d'aujourd'hui, t'es passé plus d'un contenu où souvent tu faisais vraiment plus des vidéos d'entraînement à maintenant ce qu'on pourrait appeler du développement personnel ou du développement un petit peu mental, ce que tu dis sur ton podcast. Qu'est-ce qui t'éclate le plus aujourd'hui maintenant ? C'est de faire plus des trucs du développement mental ou continuer les vidéos un petit peu training, etc. Qu'est-ce qui te fait kiffer le plus ? Aujourd'hui, j'ai le luxe, entre guillemets, de pouvoir un petit peu faire ce que je veux quand même. Et c'est ça que j'ai envie de faire. Moi, j'ai pas envie de faire les vidéos qu'on attend de moi parce que j'ai l'impression que c'est un bon moyen pour finir par se coincer dans quelque chose. Et le jour où tu aimes moins cette chose, tu vas te dire merde, il faut que je continue parce que je suis obligé de faire ça parce que si j'arrête, ça va pas marcher ou quoi. Donc j'essaie de surtout faire des vidéos qui me plaisent. C'est pour ça que je suis pas du tout en train de te faire toujours des tutos street ou toujours des vidéos nutrition, des vidéos entraînement ou des machins, et que quand j'ai comme tu l'as dit et remarqué, j'aime beaucoup aussi tout ce qui est développement mental, et c'était aussi la raison pour laquelle j'ai créé mon podcast. C'est parce que tu vois, des discussions comme on a toi et moi, c'est moins YouTubesque comme format, qu'on se le dise, ou bien juste des monologues longs où tu parles de quelque chose. Sur YouTube, c'est pas exactement le même format, ou c'est pas ce à quoi les gens sont habitués. Et je trouvais ça du coup plus difficile de réussir à faire des vidéos de dev perso sur YouTube, même si j'en fais quelques-unes. Tu vois, quand j'ai une bonne idée où je me dis tiens, ce titre-là, ça va marcher à ce sujet de podcast si je le présente avec ce titre. Est-ce que toi aussi maintenant tu penses en termes de titre quand tu réfléchis aux vidéos ? En fait, d'un point de vue business, c'est la bonne chose à faire, je pense. Ouais. C'est triste, entre guillemets, triste à dire pour le créateur passionné, mais un créateur passionné, c'est comme un artiste passionné. S'il n'y a pas un businessman derrière lui ou s'il n'a pas le côté business, ça va être difficile de s'en sortir. Il faut jongler entre les deux. Et tu vois, pour revenir à ce que tu me dis, c'est vrai qu'aujourd'hui, toutes les vidéos de sport et tout le contenu sportif que je fais, en fait, mon business en tant que tel repose quasiment intégralement sur tout le côté sportif de ce que je fais. Bah oui. Le côté dev perso, oui, évidemment, ça entretient l'image, ça fait des vues, ça fait des abonnés, etc., etc. Mais mon business, concrètement, et mon image est beaucoup centrée autour du sport. Et j'ai quand même une certaine pression vis-à-vis de ça, de ne pas arrêter de faire des vidéos de sport du jour au lendemain. J'aime toujours ça fait longtemps que j'en fais, je vais continuer à en faire, mais vu que j'ai le loisir de ne pas faire que ça, je me permets justement de faire d'autres sujets qui m'intéressent, qui me plaisent.
parce qu'il n'y a pas que les vidéos de sport que j'ai envie de faire, et c'est pour ça que je vais faire des vidéos de développement personnel un petit peu, que je vais faire... Ouais, bon, pour l'instant, c'est un petit peu ça. Je vais pas m'amuser à faire des vidéos. Je vais pas faire des vidéos d'agriculture du jour au lendemain, tu vois, parce que bon, quand même, déjà, ça m'intéresse pas. Il y a un côté qui m'intéresse beaucoup aujourd'hui, c'est le côté business, entrepreneuriat. Ça, je n'en parle pas justement sur ma chaîne YouTube parce que ce serait un petit peu mélanger beaucoup de choses à mon sens. Ouais. Et c'est pour ça que c'est un petit peu plus ce que j'aborde aussi parfois dans mon podcast. Podcast, c'était dev perso, business, et puis de base, je voulais parler de sport sur le podcast. Et puis, je me suis rendu compte que j'avais pas vraiment envie de parler de sport sur le podcast parce que déjà, le sport, c'est plus facile d'avoir un support visuel et d'en faire une vidéo, mais en plus je parle déjà beaucoup de sport dans les vidéos, donc j'avais envie d'un renouveau et c'est pour ça que je parle surtout mental business sur le podcast, parce que je peux pas le faire sur YouTube et que j'ai quand même envie de le faire, tu vois. Donc voilà, je mélange un petit peu tout ça, les formats. Ouais. Il y a plusieurs choses dans lesquelles je voudrais revenir dans ce que tu viens de dire. Ouais. La première, c'est parler du format YouTube. C'est vrai effectivement que les longs formats sur YouTube, c'est pas ouf, de discussions comme ça. Mais toi, justement, quand tu fais des vidéos super de défis du genre je vais aller me baigner dans un lac à 0 degré, etc. Tu sais quand même que ce genre de vidéos, ça va faire du vue. Tout ce qui est un petit peu extrême, les trucs du genre je prends des douches froides pendant 30 jours, etc. Je voulais savoir, du coup, quand tu fais ces vidéos, j'imagine que tu le fais aussi pour toi parce que c'est un défi personnel que tu t'es lancé, mais quelle part de ce défi justement tu fais parce que tu sais quand même que ça va faire des vidéos, et quelle part tu le fais parce que ok, c'est un truc, même s'il n'y avait pas la caméra, je l'aurais fait? J'ai fait plusieurs expériences. C'est vrai que le format expérience, tu vois, j'ai essayé X pendant Y jours. Déjà, c'est un format qui marche bien sur YouTube. On s'en est rendu compte ces dernières années. C'est la documentation d'une transformation. Les gens, ils adorent ça. Tout ce qui est transformation, que ça soit physique, mental. Une expérience, c'est une transformation de base. C'est une histoire à raconter. Et ça inclut tout ce qui marche bien dans les contacts et dans les vidéos, dans le rapport humain. On aime bien les histoires. Et j'en ai fait plusieurs sur ma chaîne. Mais à chaque fois, ça partait d'un sentiment de c'est quelque chose que j'ai envie de faire, c'est quelque chose que j'ai envie d'apprendre, c'est quelque chose que j'ai envie d'intégrer à moi-même, entre guillemets. Et il s'avère qu'en plus, si je le présente de telle façon, si je le documente, si je le filme bien, et je l'emballe correctement, sans trop altérer l'expérience si possible, il y a un juste milieu, il y a un meilleur des mondes entre deux qui va me permettre à la fois de faire cette expérience qui me plaît, et le fait qu'elle me plaise, ça rend la vidéo mieux, tu vois. Si je me forçais à aller faire des bains froids alors que j'en ai pas envie et que je faisais ça que pour le buzz, je sais pas si j'aurais été aussi loin, je sais pas si la vidéo aurait été bien, enfin de mon point de vue, moi j'ai beaucoup aimé faire ça, donc c'était beaucoup de travail, mais ça restait intéressant. Par contre, je me doute bien qu'il y a des chances que ça fasse des vues, tu vois, et c'est pour ça qu'il n'y a pas tous les trucs que j'ai envie de faire, que je vais m'amuser à faire des vidéos dessus. Il faut j'essaie de trouver le juste milieu dans tout ça, et j'aurais envie de dire que c'est plus ouais, non, en vrai, je pense, j'aurais envie de dire un bon 50-50, tu vois. Vraiment, je pense que c'est limite le bon équilibre à avoir, parce que si tu fais ça que pour toi, il y a trop de chances que la vidéo marche pas, parce que tu te seras pas assez concentré sur la documentation, sur le montage, sur tout ça, parce que tu te dis ok, j'ai vécu mon expérience, maintenant c'est fini, j'ai pas envie de me casser le cul à monter une vidéo pendant 2 semaines qui documente tout ça, tu vois. Et d'un autre côté, pour que la vidéo soit bien, il faut que tu sois dans le truc et que tu kiffes le processus du début à la fin. Donc je pense être assez proche du milieu. C'est pour ça que je fais pas des... Si j'avais une chaîne entièrement basée sur les expériences, je devrais en faire une toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Là, je pense que ça partirait plus dans l'industrie de ok, je vais faire ça parce que ça marche beaucoup, parce qu'il y a plus de chances que ça marche, et qu'il faut bien avoir des idées et remplir les choses, et qu'on peut pas se trouver une nouvelle passion toutes les semaines non plus, tu vois. Mais c'est pas évident de trouver ce juste milieu, parce que forcément quand tu fais une vidéo, quand tu fais une vidéo où tu sais que c'est un titre accrocheur, ça va marcher, etc. Et bien sûr ça te plaît de la faire, tu vois, tu vas faire un certain nombre de vues, et après tu vas faire une vidéo qui toi te tient à cœur, mais qui forcément est
peut-être pas dans le format YouTube, etc. Et tu vas te rendre compte que tu fais, je sais pas, un quart de vue de ce que tu avais fait d'autres vidéos. Donc ça peut être super décourageant de parfois se dire, bah ouais, des fois je mets des efforts d'une vidéo, je mets encore plus d'efforts dans cette vidéo et je sais que je vais faire un quart de vue de ce que je fais d'habitude, tout ça parce que c'est pas exactement le titre accrocheur ou pas le format en tant que créateur de contenu. Ça peut être justement un truc qui est assez difficile à gérer et tu peux te laisser glisser vers la porte de la facilité en te disant, bah ok, je vais faire que des expériences de trucs insane, de fou, avec des titres de fou qui vont être accrocheurs et qui vont faire des vues. Mais je mange bleu pendant 24 heures, tu vois, ce genre de choses. Je laisse Instagram dicter ma vie, etc. Mais, on l'a tous fait, moi le premier. Mais c'est tout, justement, j'ai l'impression que toi, justement, c'est tout à ton honneur d'avoir trouvé, en tout cas, t'as trouvé le juste milieu qui a l'air de te convenir, en tout cas, entre ce qui te passionne et ce qui, en même temps, convient à l'algorithme YouTube pour avoir les vues, quoi. Si je peux revenir là-dessus, j'aurais tendance à dire que quand on débute, quand on cherche à percer, entre guillemets, je pense qu'il faut pas hésiter à privilégier les contenus qui fonctionnent, tu vois, qu'on se le dise. La passion, c'est bien, mais si tu veux pouvoir continuer ta passion et pas devoir retourner entre guillemets bosser dans ton job que t'aimes pas, ou si tu veux vraiment pouvoir quitter le job que t'aimes pas et faire ça à côté, il faut que ça marche, et pour que ça marche il faut privilégier le côté ça va marcher plutôt que le côté je suis passionné mais ça ne passionne personne d'autre, tu vois. Donc je pense qu'aujourd'hui moi j'ai aussi le luxe de pouvoir me permettre de faire les vidéos qui me plaisent et d'être très sélectif sur les sujets qui sont à la fois ils me plaisent et à la fois ils vont faire des vues, mais c'est pas ce que je conseillerais à quelqu'un qui commence, tu vois. Quelqu'un qui commence, j'ai envie de lui dire évidemment il faut que le sujet de ta chaîne et de tes vidéos, ça soit quelque chose qui te plaise, qui te passionne parce que tu as envie de pouvoir faire ça longtemps. Mais d'un autre côté, surtout pas à travailler le côté business, le côté marketing, le côté psychologie de ok, ce sujet, ça me plaît, mais vraiment, est-ce qu'il y a moyen de présenter ça de façon à avoir un titre et une miniature qui donne envie de cliquer et ensuite d'avoir un espèce de format intéressant qui ne soit pas du 44 minutes ultra longue ou bien qui dure plus que 2 minutes 30 parce que voilà, quand même, les vidéos de 2 minutes 30, c'est fini. Ça, c'était il y a 10 ans, ça. Donc, il faut trouver le juste milieu à terme, j'aurais envie de dire, mais au début... écoute, putaclic, tout ça, il faut se faire ses marques, c'est un peu dérangeant. Je pense que j'aurais tendance à conseiller d'envoyer un peu plus au début parce que t'es là pour que ça marche. Et en plus, les gens sont habitués maintenant, enfin c'est normal. Hein, tout le monde voit ça sur son feed, tu vois, parce que les gros youtubeurs, entre guillemets, bah ils font beaucoup ça, ils ont compris, je suis sûr que ça leur plaît ce qu'ils font, j'espère, pour la grande majorité, mais en plus, eux, ils maîtrisent les codes de ça va marcher, du coup les gens ils ont l'habitude de voir du putaclic maintenant, donc il faut pas... Ce qu'il faut, c'est que maintenant c'est presque l'effet inverse, c'est genre quand t'as un truc de ouf qui t'arrive vraiment, tu dois dire non, pas putaclic, parce que genre vraiment ça va vraiment arriver, tu vois. C'est ça, effectivement. On est arrivé là quoi maintenant. Ouais, mais... C'est fou. Qu'est-ce que je voulais te demander aussi, quand tu fais des expériences comme ça, comme la vidéo qui est complètement folle, où tu vas te baigner dans le lac, franchement, j'avais les frissons quand je te vois là dans le lac. En plus, t'es resté 8 minutes là, un truc comme ça. À la fin, ouais. Ouais, donc bon, déjà félicitations, parce que je me dis que c'est pas évident. Mais je me dis, qu'est-ce que toi tu vas chercher quand tu fais ces expériences? Parce que évidemment, tout le monde cherche un petit peu à chercher des sensations fortes, à se dépasser. Mais c'est pas quand même tout le monde qui se dit, bon, allez, je vais aller dans un lac gelé, faire un trou dans la banquise et me mettre là-dedans pendant 8 minutes. Donc qu'est-ce qui toi te motive à aller chercher ce genre d'expérience? Est-ce que c'est parce que tu veux repousser tes limites, voir jusqu'à où tu es capable d'aller? Est-ce que c'est pour te prouver quelque chose à toi-même ou aux autres? Qu'est-ce qui te motive à faire ce genre d'expérience extrême, toi? Je pense que le côté prouver aux autres, il est entièrement intégré dans la vidéo que j'en fais. Je me dis, ok, c'est cool, je vais pouvoir documenter tout ça. Mais clairement, si de base, si je m'amuse à vouloir prendre des douches froides et tout ça, c'est pas pour faire le beau gosse devant les autres. C'est parce que, en plus, tous ceux qui prennent des douches froides régulièrement, je pense, seraient d'accord pour dire que tu fais pas ça pour les autres parce que c'est pas agréable. C'est pas drôle du tout de prendre des douches froides. Ça devient jamais agréable. En tout cas, pour moi, ça devient pas agréable. Là, je continue d'en prendre tout le temps. C'est jamais drôle. Et c'est justement ça que je trouve si beau là-dedans, c'est que en tout cas cette expérience douche froide là, je trouvais vraiment que c'était passionnant à différents niveaux. Déjà, il y a toute cette histoire avec Wim Hof, le mec qui a popularisé un petit peu l'exposition au froid et tout ça, qui, quand tu regardes un tout petit peu ce qu'il fait, donnait sincèrement l'impression que tu avais tout à y gagner là-dedans. Parce que physiquement, c'est pas dangereux, enfin sauf si tu fais vraiment, voilà, faut faire attention entre guillemets, mais y avait un côté ok, physiquement tu vas t'améliorer, tu vas renforcer ton système immunitaire, ta résistance au froid, pour ne mentionner que ces deux choses, parce que c'est vrai que le reste c'est un petit peu tiré par les cheveux parfois, je trouve, mais moi ce que j'ai trouvé là-dedans, c'était vraiment le côté mental, le côté psychologique, le côté vraiment, en fait, quand tu prends une douche froide, chaque fois que tu prends une douche froide,
littéralement, tu te renforces physiquement, tu te renforces mentalement, et à partir du moment où tu arrives à trouver la preuve vis-à-vis de toi-même que c'est vrai, et ça, moi, je l'ai trouvé, moi, j'avais pas besoin de plus que ça, parce que vraiment, je trouve un espèce de life hack comme ça, où il suffit de le faire et de l'intégrer, et de réussir à l'entretenir, et puis tu gagnes sur toute la ligne. Et moi, concrètement, essayer d'apprendre des choses et de m'améliorer, et de faire toujours un petit peu plus, sans chercher, il faut trouver le juste milieu entre l'extrême de l'optimisation et tout ça, bien sûr, mais je trouvais ça génial comme concept. Et ça m'a sincèrement passionné, et c'est aussi pour ça, c'est surtout pour ça que je voulais le faire. Et qu'on se le dise, le côté spectacle, le côté ça va faire une belle vidéo, le côté il y a de bonnes chances que ça fonctionne parce que ça a déjà été prouvé que ça fonctionne, et c'est gagnant, c'est bénéf sur toute la ligne, parce qu'en plus je vais faire une vidéo, en plus elle va bien marcher, et moi clairement je te le dis, et je pense que tous ceux qui font ça ou qui trouvent ce genre de moyen de pression seront d'accord, le fait de faire une vidéo et de documenter le truc, ça enrichit encore l'expérience, ça ajoute une couche supplémentaire très importante pour moi de pression sociale, de pression professionnelle, de si au bout de 2 semaines j'abandonne comme un nul, entre guillemets, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, non seulement je vais devoir me voir abandonner et savoir que j'ai abandonné pour toujours, entre guillemets, jusqu'à ce que éventuellement je réessaye, savoir que je suis quelqu'un qui a abandonné, mais en plus, tout ce que j'ai filmé, tout ce que j'ai fait, ça n'a servi à rien. Donc il y a une telle pression, ça permet d'ajouter encore une pression supplémentaire de « Mec, t'as vraiment tout à y gagner si tu continues, t'as vraiment tout à perdre si tu t'arrêtes ». Le choix est vite fait, tu prends sur toi, tu serres les dents un petit peu, tu continues, et tu verras qu'à la fin, tu vois, on est toujours, personne se souvient de l'entraînement où il en a chié il y a 6 mois, tu vois. Par contre, t'es content de l'avoir fait. Et c'est pas toujours facile de se dire, ok, dans 6 mois, je m'en souviendrai plus de cette expérience désagréable. Mais au bout d'un moment, tu te rends compte, tu crées une petite encyclopédie de preuves envers toi-même que la dernière fois que tu t'es forcé à faire cette petite chose, t'étais content derrière. Et en fait, toutes ces petites preuves, elles s'accumulent. Et puis, au bout d'un moment, ça devient un amas d'évidence, de preuves suffisant pour que ça rende la fois d'après, la chose d'après un petit peu plus facile. Et c'est pareil pour les douches froides. Ce que j'aime beaucoup dans les douches froides, c'est pas le côté physique, c'est le côté psychologique, c'est le côté de te forcer à faire quelque chose de désagréable, mais qui est bon pour toi, et qui, à mon avis, renforce un peu ce muscle de la discipline qui est applicable à d'autres choses. Parce que dans mon travail, dans notre travail de créateur de contenu, il y a beaucoup de choses qui sont pas amusantes à faire, faut pas croire. Tu vis de ta passion, tu fais que des trucs super cool. Non, il y a beaucoup de trucs administratifs, il y a beaucoup de trucs pénibles, et il faut les faire parce que personne va les faire pour toi. Et c'est ça qui fait la différence probablement entre ceux qui continuent peut-être. Mais je trouve que ça m'aidait d'un point de vue psychologique. Donc, je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais... Si. Et t'as lâché le mot-clé que j'attendais, c'était optimisation. C'est aussi pour ça que je voulais discuter avec toi. Tu fais partie de ces gens-là, et moi aussi, je pense, et d'avoir écouté un petit peu tes podcasts, etc., pour faute de meilleurs mots, je dirais humain, qui cherche humain optimisé, tu vois, qui cherche toujours l'optimisation, que ce soit dans le physique, tu fais du sport, tu prends soin de ton corps, tu fais attention à ce que tu manges, mental, effectivement, tu fais beaucoup de lectures, on a beaucoup de lectures en commun, tu t'intéresses. Est-ce que tu fais de la méditation un petit peu, ou tu pratiques la gratitude ou ce genre de choses? Ça m'étonnerait pas que ce soit des choses qui soient un petit peu familières. Activement, non. La méditation, j'ai jamais médité activement, c'est quelque chose que je me demande si j'essayerais pas, entre guillemets. Après, je pourrais te dire que oui, quand je m'entraîne, je pense à rien, et du coup, je médite, tu vois. Mon podcast, c'est un espèce de journal intime parfois. Vraiment, je sors le micro, je parle parce que j'ai personne d'autre à qui parler, et qu'à défaut d'écrire dans un carnet, je parle à mon micro, tu vois. Donc, rien de très actif, mais on pourrait trouver des... En tout cas, j'imagine que je me trompe pas quand je dis que tu cherches à être la meilleure version de toi-même possible. Dans tous les domaines. Et en poursuivant cet objectif, j'ai remarqué, donc moi je m'intéresse beaucoup, donc tout à l'heure je parlais d'Ali Abdal, le mec qui fait des trucs sur la productivité, comment justement être productif, travailler plus, optimiser mes entraînements, ma nutrition. Je suis toujours dans cette recherche-là, et j'ai remarqué que moi, alors je sais pas si toi ça te l'a fait, mais ça m'a, entre guillemets, ça m'a construit un idéal de mec en me disant, ok, il faut que je sois cette personne qui est tout le temps productive, qui fait tout le temps attention à ce qu'elle mange, qui fait des entraînements productifs, etc.,
pour atteindre mes objectifs que je me suis fixés. Et j'ai l'impression que les jours où je suis pas cette personne-là, où j'ai fait un écart dans ma diète, où j'ai eu une séance d'entraînement de merde, où j'ai pas crossé tous les trucs que je voulais faire sur ma to-do list, j'ai l'impression que j'ai pas été à la hauteur de la personne que je voulais être et que ça allait m'empêcher d'atteindre mes objectifs. Et justement, être à la recherche tout le temps de l'optimisation, parfois dans des journées, ça me rend contre-productif. Alors, est-ce que toi, c'est quelque chose qui te parle ou pas du tout? Oui, ouais, ça me parle. C'est vraiment un long processus. Pour ça, je pense, pour tous ceux qui aiment bien essayer d'optimiser, d'apprendre, d'être disciplinés, qui sont passionnés un peu par ce côté développement personnel. Évidemment, tu trouves plein de contenu là-dessus, tu trouves plein de gens qui t'expliquent par vidéo après vidéo comment tu vas pouvoir optimiser chaque petit morceau de ta vie. Alors, première chose, qu'on se le dise, ceux qui font ça, je pense pas qu'ils optimisent chaque partie de leur vie déjà. Eux-mêmes seraient les premiers à te dire putain j'en chie, putain je culpabilise parfois, putain j'ai l'impression d'en faire trop. Donc déjà, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup, que ça soit facile ou possible de trouver un modèle qui lui-même te dirait ok, moi je suis parfait, je gère tout, j'ai zéro problème mentaux, tout va bien, je suis optimisé, donc si moi j'y suis arrivé, toi tu peux y arriver aussi. Déjà je pense qu'il faut, on est tous humains et pas penser qu'il y a d'autres robots qui arrivent à s'en sortir mieux que toi. Après, c'est vraiment un processus, hein, toi, comme tu l'as dit, des fois tu fais un écart à ton entraînement, ta diète, tu culpabilises un petit peu, etc. Moi, je suis beaucoup tombé dans des spirales de culpabilité comme ça quand j'étais plus jeune, notamment avec la muscu. Quand je commençais la muscu et que je pensais qu'il fallait que je mange bien, enfin, je savais qu'il fallait que je mange bien, mais il fallait que je voulais faire des sèches, je voulais faire des trucs, je voulais voir mes abdos, tout ça. Et typiquement, quand j'étais en sèche et que j'arrivais pas à tenir mon truc, c'est juste le soir, j'arrivais pas à tenir la chose. Je mange le biscuit de trop. Et le biscuit de trop, c'est pas grave, ça fait jamais la différence de manger un biscuit en plus. Tu vas pas te réveiller obèse parce que t'as mangé un biscuit en plus. Le problème, c'est que dès que tu manges un biscuit et que tu te convaincs, ça y est, je suis une merde, tout est foutu, perdu pour perdu, je vais exploser tout le paquet de biscuits, puis je vais aller m'acheter de la glace en face et je vais l'exploser. Ça me rappelle quelqu'un, ça. Moi, ça me rappelle moi, tu vois, clairement. Quitte à être une merde, je vais me prouver que je suis une grosse merde et je vais vraiment y aller à fond, tu vois. J'ai dit, de toute façon, vu que t'es qu'une merde, c'est tout ce que tu mérites, c'est d'être une merde. Ça, j'ai remarqué, c'est un petit peu l'envers du décor de la discipline. Tu vois ce que je veux dire? C'est que justement, tu te vois comme quelqu'un de tellement je suis discipliné, putain. Donc, si j'arrive pas, si j'ai craqué, c'est que vraiment, je suis nul, quoi. Tu vois, tu vas vraiment t'en vouloir encore plus que quelqu'un qui est justement pas du tout dans ce délire de discipline, qui se laisse un petit peu vivre et que du coup, qui craque, c'est pas grave, tu vois. Le fait d'être du tout dans cette mentalité d'être super dur avec soi-même, qui est, je pense, parfois une bonne chose. Le côté un petit peu perfectionniste, ça te permet de créer, par exemple, quand tu fais des vidéos, d'aller ce petit truc en plus qui fait que ta qualité de ta vidéo sera différente. Mais parfois, ça peut faire un petit retour de bâton en te disant, quand tu craques, tu te dis putain, je suis cette personne disciplinée, là j'ai craqué, je suis vraiment une merde, quoi. Je pense que ça arrive aussi. Enfin, moi, dans ce cas de figure, c'était parce que je cherchais à être une personne disciplinée. Je me suis dit, ok, les gens qui ont des abdos, forcément, c'est pas les mecs qui sont les moins disciplinés du monde, qui ont le moins de motivation, etc. Donc, je me suis dit, ouais, mais merde, est-ce que c'est pas pour moi? Est-ce que moi, je suis pas quelqu'un comme ça? Est-ce que ça s'apprend pas? Et c'est vrai que ça, c'est pas hyper facile à encaisser. Et aujourd'hui, où j'ai l'impression d'avoir un meilleur self-control à ce niveau-là, clairement, ça m'arrive plus. Ces spirales de culpabilité vis-à-vis de la nourriture et tout ça, c'est derrière moi. Par contre, pour le travail, effectivement, c'est parfois difficile d'accuser le coup de ok, aujourd'hui j'aurais espéré faire plus, j'aurais espéré plus avancer sur mes projets, j'en ai fait un petit peu moins et trouver le juste milieu intérieur entre ok, t'aurais pu en faire plus ou ok, c'est pas si grave en fait, tu vois, t'en as pas fait un tout petit peu plus, c'est comme si t'avais juste mangé un gâteau en plus. Tant que tu te flagelles pas pendant 3 jours en plus de plus, qui va en plus affecter ce que tu vas faire le lendemain, parce que si tu continues à broyer du noir parce que la veille t'en as pas fait assez, tu peux pas vraiment avancer. C'est un petit peu comme moi, du coup, quand j'explosais je pétais un plomb lors de ma diète et je faisais tout péter, le lendemain j'étais là en mode ouais, il faut que je rattrape la merde que j'ai fait hier, du coup je vais rien bouffer de la journée, je vais aller faire du cardio en plus. Tout ce genre de trucs que je me suis rendu compte après, c'est pas bon. Le lendemain, il faut que tu te réveilles et que tu fasses comme si rien ne s'était passé. Parce que si en plus t'as tout explosé mais que t'as pas profité, tu perds sur toute la ligne. Et au niveau de l'optimisation du temps, des choses à faire, c'est la même chose selon moi. Faut essayer de laisser derrière et de se dire ok, c'est pas si grave d'avoir fait ça. Parce que si j'ai pas travaillé
idéalement, ça veut dire que j'ai fait autre chose. Il faut que j'apprenne quand je m'observe en train de faire autre chose, de me dire, ok, mais tu fais autre chose, mais t'as le droit de profiter. T'as le droit de te dire, c'est pas grave. T'as le droit de profiter de cette glace que tu veux te faire le soir, même si tu l'exploses et que t'en manges trop. T'as le droit de te dire, ok, bon, profites-en, parce que sinon tu vas perdre toute la ligne. Et demain, c'est pas grave. On reprend, on recommence. Et je pense qu'il faut... Je sais pas s'il faut passer par ces périodes où tu exploses et où tu te... Je pense qu'il faut. Et je pense que ça doit aider quelque part. Après, est-ce que, parce que tu la fois du t'enlèves juste milieu entre guillemets, c'est le plus dur. Dans les extrêmes, c'est toujours le plus facile. C'est toujours facile de craquer dans l'extrême et de te dire ok, le lendemain, diète stricte, entraînement de ouf, et on verra combien de temps tu pourras tenir. Mais c'est plus facile que de te dire ok, bon là j'ai craqué, c'est pas grave, et on va reprendre truc plus facilement, quotidiennement. C'est toujours pareil quand t'es devant une tablette de chocolat. Moi, j'ai toujours cet exemple. C'est quoi le plus dur? De terminer la tablette ou de prendre un carré et de remettre la tablette dans le frigo et de pas y toucher? Tu vois, moi, c'est toujours comme ça. C'est toujours, il y a un moment, je craque, je termine la tablette en entière plutôt que de me dire, ok, je vais faire un carré par jour tous les jours, tu vois, pour m'empêcher de craquer. Donc, c'est pour ça que la voie du milieu, c'est là, entre guillemets, c'est ce qu'il faudrait, sur quoi il faudrait tendre. Mais parfois, c'est le plus dur de jongler entre les extrêmes, quoi. Mais en vrai, je pense que c'est un processus d'itération par lequel on doit passer d'une façon ou d'une autre, parce que tu l'as dit, les deux extrêmes, c'est le plus facile. Le milieu, en supposant que le milieu, du coup, ce soit cet objectif illusoire où on trouve tout ce qu'il faut et qu'on se sent bien, et ben en fait, tu vois, ce processus d'itération, et souvent, ce processus d'itération, exactement, c'est ce qu'on vient de dire, ça passe d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire que tu tombes dans un extrême, pour essayer de réajuster le tir, tu pars dans l'autre extrême, et en fait, t'espères, parce que normalement, tu essaies de remettre en question, d'apprendre de tes expériences et de te dire, ok, j'ai fait ça, je me suis senti comme ça, c'était pas bon, du coup, je vais essayer de peut-être changer ma façon de réagir la prochaine fois. Et en fait, ça va te permettre de jongler d'un extrême à l'autre, de gauche à droite, mais un peu comme un pendule qui, au final, va finir par s'arrêter et s'équilibrer au milieu. Et ensuite, chacun a son propre processus, je suppose, parce qu'on est tous différents, on a tous différentes façons de réagir, etc. Il y en a certains, ils vont itérer 4 fois, et puis la 4e fois, ça y est, parfait, j'ai trouvé la solution. Il y en a d'autres, ils vont itérer pendant 18 ans et encore avoir un petit peu de mal après. Je pense que ça dépend, mais c'est vrai, j'y avais peut-être même jamais réfléchi comme ça, mais ça semble être... c'est peut-être pas une fatalité de se gourer, tu vois, et de passer des mauvais moments avec soi-même quand tu t'observes faire ce genre de choses. Mais c'est vrai que ça doit aider à pouvoir les encaisser. Alors peut-être que certaines personnes ont du mal derrière, les encaissent pas, elles abandonnent entre guillemets et elles gardent ce mauvais souvenir, cet échec qui est subi comme un échec, pas un mauvais échec duquel t'apprends, mais un échec duquel t'as abandonné. Peut-être que ça peut faire mal dans ce sens-là. Mais si t'arrives à t'accrocher, en tout cas, j'ai l'impression que de toute façon, même si t'as abandonné, tu vois, même si t'as un échec ou t'as abandonné, tu vas entreprendre d'autres choses dans ta vie, j'espère, et tu vas te souvenir, ok, la dernière fois, j'ai abandonné. Ouais. Je pense que si tu abandonnes, c'est que quelque part, c'était pas ta voie, tu vois. Je pense que si tu t'es aligné avec toi-même ce que tu veux faire et si tu es sur le bon chemin, tu le sens. Il y a comme un momentum où même si tu as un échec, tu te réveilles et tu dis ok, voilà, c'était une itération et ça veut dire que juste qu'il faut que je fasse les choses différemment. Je pense que inconsciemment ou consciemment, mais plus souvent inconsciemment, si tu es sur la bonne voie, tu vas savoir que ok, là c'est juste un échec, il faut pas que je m'attarde, j'ai pas échoué, c'est juste que c'était la version A et il faut que je fasse une nouvelle itération. Alors que si justement tu vois ça comme un échec, ce que tu viens de dire, ou vraiment un abandon entre guillemets, c'est que quelque part peut-être que t'étais pas sur la bonne voie, tu vois. C'est ce que je me dis. Au final, c'est beaucoup une question de comment tu vois les choses et prendre conscience des choses, prendre conscience du fait que t'es en train d'itérer, que t'es en train d'essayer de faire les choses. C'est plus facile de se pardonner, de se dire ok, mais ça fait juste partie du processus d'apprentissage, blablabla, échouer 1000 fois pour réussir 2 fois, bah oui, bah c'est ça au final, voilà, j'ai juste échoué une fois de plus, j'ai juste trouvé une façon de faire les choses en plus qui ne fonctionne pas, voilà, pour faire encore des petits clichés du genre, mais il faut aimer le process plutôt que le résultat. Le voyage plutôt que la destination, hein, voilà. tout ça. Ouais, il y a toujours un peu de vrai dans tous ces clichés, mais ça on l'apprend en cours de route et je pense que le plus important là-dedans, c'est beaucoup d'être conscient, de prendre conscience du processus et de réussir à observer d'un point de vue un minimum extérieur l'ensemble des choses, de se dire ok, le processus c'est ça, moi je me vois moi-même, je suis dedans, j'en suis là, je vais essayer de me guider de façon à ce que je prenne confiance sur le fait que je suis sur le bon chemin et ouais.
Un autre truc Ouais. qui joue aussi, je pense, pour revenir sur la culpabilité et tout, je pense Ouais. que c'est les réseaux sociaux. Dans le sens où, quand tu suis beaucoup de gens à la Gary Vaynerchuk, je sais pas si tu connais, qui sont à fond, Ouais, je connais beaucoup. t'as Ouais. l'impression qu'ils travaillent 24 sur 24, hustle, grind, etc. et tout. Tu te dis putain, mais comment ça se fait que je suis pas comme eux? Comment ça se fait que eux, quand je les regarde dans leurs stories ou sur leurs vidéos YouTube, ils sont tout le temps en mode entrepreneur 100%, grind, et moi, j'y arrive pas. Et quelque part, le fait que sur les réseaux sociaux, même si on est conscient que sur les réseaux sociaux, effectivement, c'est que les meilleurs moments, les gens ils te montrent ce qu'ils veulent te montrer, mais quelque part, même si tu en es conscient, c'est comme les biais cognitifs. Même si tu en es conscient, tu en es quand même forcément victime. Et je pense qu'il y a quand même une part de ces réseaux sociaux qui ajoute sur la culpabilité. Et encore une fois, on arrive au juste milieu entre je suis pas en train de dire, ok, social media detox, il faut tout enlever, il faut pas être sur les réseaux sociaux, etc. Parce que forcément aussi, les réseaux sociaux, ça t'inspire de voir ce genre de gens qui sont toujours en train de travailler, de te motiver. Ça te donne, surtout quand tu es un créatif, ça te donne de l'inspiration. Mais encore une fois, juste au milieu, il faut pas tomber dans l'autre balance de la culpabilité en te disant ah putain, lui, il est toujours en train de travailler, moi je suis pas en train de travailler 28 heures par jour, comment c'est possible quoi. Je suis qu'une merde, encore une fois. Mhm. Ça fait aussi partie du processus d'apprentissage et de remise en question, je pense, de réaliser que en fait ces gens que tu suis sur les réseaux ou que tu ne suis pas juste parce qu'ils apparaissent sur ton feed Explorer parce que tu vas dans l'onglet découverte, ces gens ils t'influencent, ces gens ils ont une influence sur toi, un peu comme certains potes, ils ont une influence sur toi, ils font partie de ton entourage. Ces gens que tu follow sur Instagram, tu décides de les accepter dans ton cercle d'amis, à défaut d'un meilleur terme, tu décides de les accepter dans ton entourage. Et du coup, tu vas être influencé par ces personnes. Et à nouveau, tu es la définition des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Bah, ça en fait partie. Les gens desquels tu vois les posts Instagram et tu lis les captions et tu regardes les stories tous les jours, ces gens ont un impact sur toi, sur qui tu es, sur qui tu vas devenir. Et prendre conscience de ça de façon à curate comme ça, à faire le tri, à filtrer un petit peu. Ok, cette personne, j'ai l'impression qu'elle me tire vraiment vers le haut. Ok, cette personne, j'ai l'impression quand même qu'elle me vend un peu plus de rêves que ce que c'est réellement. Est-ce que j'ai vraiment envie que cette personne m'influence? Est-ce que j'ai l'impression que je me sens bien quand je regarde ça, quand je vais sur son feed et je regarde son dernier post? Est-ce que j'ai l'impression que j'ai été motivé, comme tu l'as dit, parce que c'est une source de motivation monstrueuse. Les réseaux sociaux, ça te permet de te rendre compte de ce qui est possible, de ce qui peut être fait, de connecter avec des gens incroyables qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi, etc. Mais d'un autre côté, si quand tu as vu la story de ce mec, tu te dis ouais, mais en fait, je me sens comme une merde maintenant, tu vois. Enfin, tu vois, c'est pas un processus genre instantané, je pense. Mais au bout d'un moment, tu te dis, ok, mais est-ce que vraiment, ça fait 6 mois que je regarde ça? Est-ce que c'est pour ça que c'est important, je pense, de garder en tête et de prendre conscience du fait que c'est pas immuable, que en fait, tu peux très bien décider, tu as le contrôle là-dessus. Ça, c'est vraiment la partie de ton environnement sur laquelle tu as le contrôle. Parce que oui, c'est addictif, oui, c'est difficile d'arrêter. Mais si tu te poses vis-à-vis de toi-même, tu peux te dire, bon, bah, c'est pas si difficile d'aller unfollow quelqu'un, d'aller le mettre en sourdine parce que politiquement, il faut que je le suive, mais son contenu m'intéresse pas. Tu vois, ça, je parle en termes de connaissance de cause. Ça m'arrive de faire ça, je l'avoue avec plaisir. Et je pense que c'est le cas dans Tu parles de tes sexes, là. Non, en vrai, quand je parlais de politique, réseaux sociaux, tu vois. Parce que quand t'es créateur de contenu, etc., ben, politiquement, des fois, tu suis des personnes, mais t'es pas nécessairement intéressé par leur contenu. Tu es intéressé plus par la personne, peut-être, ou d'autres choses. Mais prendre conscience de ça et de ton pouvoir là-dessus, ça fait partie du processus à nouveau. Tout comme le fait de réaliser que ces mecs, tu vois, c'est comme tu l'as dit, on le sait, entre guillemets, que c'est du paraître, que c'est des highlights, que les gens en jouent et que même s'ils n'en jouent pas, le fait d'être constamment stimulé cet effet de répétition, de voir encore et encore toujours la même chose, tu finis par y croire, même si tu sais que c'est pas nécessairement vrai. Et c'est vrai que moi, typiquement, moi, je suis sur les réseaux sociaux, je suis sûr que je contribue à ça d'une façon ou d'une autre. Et quand je vois des personnes en vrai, souvent elles me disent « Ah ouais, mais alors toi, du coup, tu t'entraînes tous les jours, tu t'entraînes peut-être même 2 fois par jour, etc. » Je dis « Mais non, pas du tout. Enfin, moi, je m'entraîne tous les 2 jours parce que ça me va bien. » Les gens, hein, comment c'est possible? Déjà, d'un côté, ils se disent, ok, pour être musclé, probablement qu'il faut s'entraîner tout le temps. Mais en plus, quand tu vas regarder ce que je fais, c'est vrai que je partage beaucoup mes entraînements en story. Et j'en avais parlé avec une autre amie créatrice de contenu. Et c'est vrai que quand tu partages régulièrement tes entraînements, les gens, du coup, pensent qu'en fait, tu passes ta vie à t'entraîner. Ouais, tu t'entraînes tout le temps. C'est ça ta vie. Et que du coup, ils pourraient penser que si moi, je veux être comme cette personne qui m'inspire et que j'ai envie de prendre comme modèle, en fait, il faut que je m'entraîne tout le temps. En fait, il faut que je travaille tout le temps. Parce que lui, manifestement, c'est ce qu'il fait.
c'est pas facile parce que tu peux pas toujours parler à ces personnes pour qu'elles te disent en fait non, des fois je pète un câble, des fois je suis pas motivé, des fois j'ai pas envie de me lever, des fois je branle rien toute une après-midi, mais c'est pas ces moments-là où je vais faire une story pour dire j'ai rien branlé de l'après-midi. Pourtant c'est bien et certains le font et c'est pour ça aussi qu'il y a cet effet de où je vous montre aussi les mauvais côtés, regardez comment j'ai de la cellulite, regardez comment je suis démotivé. Il faut faire attention à pas tomber de ce côté-là, montrer un peu d'humain et de vulnérabilité, c'est bien. Après, à nouveau, tu peux en profiter. Si tu tombes là-dedans, tu dis, ok, personne il montre les mauvais côtés, je vais montrer tous les mauvais côtés, je vais me faire un nom là-dessus. Et puis aussi, tu peux tomber un petit peu dans le... Sans vraiment partir là-dessus, les gens qui veulent tomber non là-dessus, mais tu peux te dire, ok, finalement, c'est pas si grave, il faut pas forcément... Tout le monde s'accepte comme il est, tu vois ce que je veux dire. J'ai un petit peu de cellulite, j'ai un petit peu de gras, si elle s'accepte, moi je vais m'accepter, et puis je vais pas faire les efforts, je vais pas faire de sport, etc. Tu vois, tu peux tomber un petit peu dans le relativisme, tu vois, de te dire, finalement, tout le monde est bien comme il est, on s'en fout, et puis basta. Non, il faut toujours dire, c'est quand même mieux de prendre soin de sa santé et de faire du sport, tu vois, on va pas commencer oui, tout le monde dans l'idéal, pour être heureux, doit s'accepter comme il est, mais t'as aussi le droit de dire que t'aspires à plus, quoi, quand même. T'as le droit, et c'est vrai que là, du coup, ce que t'as mentionné, j'ai l'impression que du coup, c'est repartir dans l'autre extrême, tu vois. Il y a l'extrême d'être un hardcore extrémiste sur la culture de son corps, et il y a l'extrême de, ok, je suis peut-être obèse, et puis c'est dangereux pour ma santé, mais je m'accepte, et puis du coup, j'ai le droit de m'accepter, et puis c'est aux autres de m'accepter comme je suis, parce que c'est moi qui ai décidé. Tu peux partir dans, comme tu l'as dit, dans l'autre extrême de tout va bien, alors que objectivement, peut-être pas. Les deux extrêmes, à nouveau, généralement, par définition, un extrême, c'est très tranché et peut-être un petit peu too much, quoi, un peu trop. Donc, ouais. Je crois qu'on a bien fait le tour de la question. Pour résumer, il faut trouver la voie du juste milieu. Je pense que ni toi ni moi on a la réponse, tu vois. Tout ce qu'on peut faire, c'est partager là où on en est, qu'est-ce qu'on a fait, et puis c'est à chacun de faire cette expérience, ce processus, de tester des choses, vraiment essayer les choses, que ce soit pour trouver ta passion, que ce soit pour trouver la façon la plus agréable pour toi de faire les choses. Moi, typiquement, quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux, j'étais énormément hardcore, vraiment je travaillais beaucoup, j'ai failli péter des plombs plusieurs fois parce que vraiment c'était too much. Aujourd'hui je regrette pas d'avoir fait des journées aussi longues au début, parce que à mon avis c'est nécessaire pour réussir à faire certaines choses dans certains milieux qui sont compétitifs, etc. Mais aujourd'hui j'apprends à relâcher le pied, à me dire ok, déjà je peux déléguer des choses, mais en plus tout ne va pas s'effondrer aujourd'hui, tout ne va pas disparaître entre guillemets. Est-ce que c'est si grave de ne pas travailler 12 heures aujourd'hui ? Probablement que c'est pas si grave, parce que ça peut être contre-productif, parce que c'est contre-productif et que j'en ai déjà eu la preuve une ou deux fois si j'accepte de voir les choses en face. Et aujourd'hui, je me pose aussi la question de est-ce que du coup c'est un idéal est-ce que c'est une fin en moi, est-ce que c'est une fin en soi pour moi de travailler 12 heures par jour, ou est-ce qu'en fait je me plairais plus dans ma vie si je réussissais à travailler moins et à travailler moins longtemps, à travailler différemment, à faire les choses différemment. Est-ce que je serais pas plus heureux en faisant les choses différemment ? J'ai l'impression qu'aujourd'hui, voilà, j'ai pas besoin pour être heureux de travailler autant qu'avant, et du coup j'essaie de trouver le milieu. J'ai plus le besoin vital parce que j'ai fait les heures au début et qu'aujourd'hui j'ai quelque chose qui fonctionne, mais d'un autre côté, ouais, c'est tout un processus. Ouais. Surtout quand t'as beaucoup donné pour arriver entre guillemets quelque part, c'est vrai que relâcher le pied, tu peux te sentir. Je me ramollis. C'est aussi un sentiment que je combats. Tu vois, j'essaie de trouver le juste milieu entre j'ai pas besoin parce que je suis satisfait et heureux en faisant les choses différemment, et le côté de mais mec, est-ce que t'es pas en fait en train de te ramollir un petit peu, de te reposer, etc. Alors que objectivement, j'ai pas l'impression de me reposer, mais c'est vrai que subjectivement, par rapport à ce que je faisais il y a 3 ans, je travaille peut-être un peu moins, quoi. Donc, puis aussi, ce fait de... Dans ce milieu de YouTube, la création de contenu, au début, quand tu essaies de créer une audience, tu dois mettre 10 000 fois plus d'heures pour 10 000 fois moins de résultats. Et plus tu avances, moi je le vois depuis maintenant que je suis passé, je peux mettre les 1000 abonnés et que tu peux mettre les publicités sur YouTube par exemple. YouTube pousse beaucoup plus tes vidéos, et donc tu vois maintenant, ça fait 2 semaines que j'ai pas sorti de vidéo et je gagne encore plus d'abonnés que ce que je gagnais avant, alors que je publiais des vidéos 2 fois par semaine, tu vois. Donc t'as un peu ce syndrome de se dire putain, je fais 10 fois moins de trucs et j'ai 2 fois plus de résultats. Donc t'as un petit peu pas ce syndrome de l'imposteur, mais ce que tu disais, ce que tu disais tout à l'heure, de l'impression de faire moins et d'être heureux comme ça, alors qu'au final tu devrais faire plus.
Ouais, et c'est vrai, tu relèves un point très, très intéressant et important. C'est vrai qu'il y a cette espèce de loi que plus t'es gros, plus tu deviens gros. Plus les riches deviennent toujours plus riches, plus ça marche, plus ça marche. La preuve, entre guillemets, tu vas regarder tous les gros youtubeurs, en fait, tu vois, typiquement... très typiquement ça. Voilà, c'est très exponentiel comme milieu en plus, et une fois que tu as du momentum et de l'élan, ça continue d'avancer tout seul d'une certaine façon. Y a un côté relatif qui est présent, c'est-à-dire que plus tu as d'abonnés, plus tu vas faire d'abonnés par jour, sans rien faire, entre guillemets, juste parce que t'en as plus, juste parce que t'es plus poussé, juste parce que t'es plus gros. Et il semble même que ça soit une espèce de loi de la nature, tu vois. Plus les planètes sont grosses, plus elles ont un champ d'orbite fort, plus elles vont attirer de choses depuis loin vers elles, plus elles vont attirer les choses et plus elles vont grossir encore davantage. Et du coup, est-ce qu'on peut combattre ça? Je sais pas. Est-ce qu'on peut en tirer profit? Oui. Est-ce que c'est difficile de sortir de l'orbite quand t'as l'impression d'être attiré par quelque chose de néfaste? Non, mais c'est vrai que si t'arrives à te mettre dans cette situation de spirale vertueuse plutôt que de spirale infernale, eh bien là, tu vas pouvoir capitaliser sur ce que tu as déjà fait. Tu vois, c'est comme quand tu as fait de la muscu pendant 6 ans et tu as l'impression que tu t'es bien amélioré. Bah, concrètement, tu es quand même un humain un peu plus fonctionnel, un peu plus gros. Tu as accès à plus de choses, tu as plus d'options parce que tu es en bonne santé, parce que tu peux bouger, parce que tu peux pousser des trucs lourds, etc. Et ça, c'est stylé de toute façon. Qui n'a pas envie de pouvoir pousser des trucs lourds, qu'on se le dise, tu vois. On n'a pas tous envie de faire ce qu'il faut pour y arriver. Et il n'y a aucun souci avec ça. Mais toutes ces petites choses font que derrière, chaque chose en plus que tu fais devient plus accessible. Et au bout d'un moment, tu peux éventuellement te mettre dans une situation où le retour marginal sur chaque effort, il est démultiplié uniquement grâce à tout ce que tu avais fait par le passé. Donc la morale, c'est il faut réussir à se mettre dans ce processus et tenir le début, et trouver des moyens de tenir le début, parce que soi-disant, ça devient de plus en plus facile par la suite, où tu as de plus en plus de retours sur investissement éventuellement, jusqu'au rendement dégressif, tu vois. Ensuite, dans tout, il y a les rendements dégressifs, forcément, tu vas pas... Les newbie gains en muscu, une fois que c'est fini, malheureusement, c'est fini, et on payerait tous assez cher pour pouvoir retrouver ces sensations et cette période magnifique de progression illimitée, soi-disant. Mais ouais, c'est pour ça qu'on se renouvelle et qu'on se trouve des nouvelles activités au cours de route, quoi. Récemment, j'ai commencé à courir, faire un peu de footing. Ouais. Et ça fait du bien. Franchement, c'est vrai que tu te rends compte aussi que le powerlifting, ça te construit, et la musculation en général, ça te construit un corps d'athlète. Physiquement, tu as l'impression d'être sportif, etc. Et puis après, quand tu fais des trucs un petit peu d'athlète, aller courir, nager, faire du vélo, tu te rends compte que, ah ouais, non, pas du tout, j'ai pas de cardio, je peux rien faire, laisse tomber, quoi. Donc ça fait du bien aussi déjà, c'est très, comme expérience, c'est très... j'allais dire ça te rend plus humble, quoi. C'est humilisant, humble. Ouais, humilisant. J'allais dire humiliant, mais c'est pas du tout ça. C'est pas pareil. Donc, et ça permet aussi, ouais, c'est plus motivant, challengeant, je trouvais, que de te mettre dans des situations dont t'as pas l'habitude. Et du coup, tu peux profiter de ces newbie gains dans une nouvelle activité, parce que ça fonctionne partout. La course, au début, tu vas beaucoup t'améliorer, et puis ensuite, évidemment, il y a ceux qui font la diff et qui vont chercher jusqu'à chaque petit rendement marginal minuscule en plus pour beaucoup d'efforts. Ça, c'est quand tu veux devenir champion du monde, entre guillemets. Mais c'est clair. Et puis aussi, j'ai remarqué que ça avait des bénéfices aussi sur la musculation, dans le sens où quand tu fais des séries longues, ton cardio, t'as un meilleur cardio, donc tu peux plus facilement encaisser les séries longues quand tu fais du cardio un petit peu en extérieur que quand tu fais juste uniquement de la musculation. Donc c'est tout bénef. Ouais, moi je vais pas te mentir que la course à pied, le cardio, c'est pas ma passion du tout, et c'est quelque chose que parfois je me force à aller faire parce que je me dis c'est bon pour moi, tout ça. Une fois que je cours, ça va, mais aller courir, c'est difficile comme toujours, hein, c'est de commencer les choses qui est dur, mais je sais que si j'ai envie de m'humilier un petit peu, j'ai qu'à aller courir, tu vois. J'ai envie de me redescendre sur terre un tout petit peu, c'est pas très dur, j'ai qu'à aller courir, j'ai qu'à aller faire quasiment n'importe quoi que je ne fais pas au quotidien. Et je vais être nul. et donc c'est très agréable d'un côté, comme tu l'as dit, ça permet de cultiver cette humilité qui est importante pour continuer de vouloir apprendre des choses et de toujours vouloir apprendre des choses et pas de pas finir par se reposer sur trop. Mais ouais, c'est ça qui est beau aussi, c'est qu'on peut vraiment aller, c'est illimité. C'est à la fois beau et à la fois un petit peu effrayant de se dire qu'on a toutes ces possibilités. Et d'un autre côté, je me dis, j'aime penser qu'un jour je me mettrai un petit peu plus au cardio parce que j'aurai envie de m'améliorer là-dedans. Mais ça viendra. Parce que moi aussi, c'est un truc que je faisais pas du tout avant.
Et du jour au lendemain, ça m'est arrivé. Aussi, c'est le fait d'avoir déménagé. C'est sûr que quand t'es à Paris, d'aller faire du jogging entre les voitures, impossible. Par contre, là, je suis au bord de plage, je vais faire courir le long de la plage, c'est un vrai bonheur, il fait beau. Alors, je te dis pas qu'en hiver, je vais continuer. Je te dis pas aussi que quand j'ai commencé, c'est parce que j'avais pas le home gym à la maison, donc je pouvais pas m'entraîner à fond. Donc, c'était aussi un moyen de changer les choses. Maintenant que j'ai le home gym et que je peux reprendre mon entraînement tranquillement à la maison, je cours un petit peu moins. Mais c'est quand même quelque chose que j'essaie de garder dans ma routine et qui me fait du bien. C'est aussi, je pense que c'est aussi toi, tu disais que le podcast était ta thérapie, moi aussi un petit peu. Mais je trouve qu'aussi, il y a beaucoup on parlait de méditation de gratitude aussi. Alors, je fais pas de méditation non plus. Mais le moment, je me suis remarqué où je cours tout seul avec ma musique, c'est vraiment le moment où je ressens le plus, en tout cas, cette gratitude, entre guillemets, où j'exprime le plus, où je suis vraiment conscient de ce que j'ai et où je peux arriver à exprimer ma gratitude. Parce que j'ai remarqué aussi que moi, ça m'intéresse beaucoup les trucs de productivité, méditation, etc. et tout. Et beaucoup de gens te disent, alors prends un petit carnet et tous les matins, force-toi à écrire 3 choses pour lesquelles tu exprimes de la gratitude pour. Et parfois, je me dis, mais la gratitude, c'est un truc qui tu dois pas te forcer. C'est un truc que pour moi, tu dois ressentir, tu vois, sur le moment et qui doit pas te dire, ok, tous les matins, bon, allez, j'ai de la gratitude pour mon père, ma mère, enfin, tu vois, ce genre de truc, c'est un peu forcé. Et je suis content d'avoir trouvé ce truc où, quelque part, ça vient de soi-même et où je ressens les choses, tu vois. De courir, ça permet de me recentrer sur ça, tu vois. Donc, je pense que c'est bien. Alors, ça peut être, pour d'autres, ça peut être la musculation, je sais pas, ça peut être faire de la cuisine ou d'autres. Mais je trouve que si en tout cas, les gens arrivent à trouver cette petite passion ou cette occupation qui, pour eux, leur permet c'est leur truc à eux, leur moment à eux, et ça leur permet de se recentrer, je trouve que c'est une bonne chose, quoi. Tu peux trouver des aspects méditatifs dans énormément de choses. Et c'est vrai que le sport, à mon avis, de par toutes les hormones que ça relâche, les endorphines et plein d'autres choses, et juste ouais, je suis pas scientifique, donc je sais pas exactement, mais peut-être le sport encore a plus fort. Ouais, enfin bref, le sport. Il y a beaucoup de gens qui font du sport qui te diraient que c'est leur méditation à eux, tu vois, que c'est là où ils se retrouvent, comme tu l'as dit, c'est là où tu te sens bien, où tu te sens, ouais, tu peux exprimer ta gratitude, tu peux être connecté avec le moment présent, comme on pourrait essayer de le faire quand on médite activement. Et après, c'est vrai que ces journaux de gratitude, etc., moi, j'ai jamais essayé. Je pense pas que ce soit une mauvaise chose à essayer. Après, il faut juste essayer peut-être de pas se coincer dedans et de se dire, ok, il faut absolument que j'ai mon petit journal dans lequel j'écris 3 trucs tous les matins parce que sinon, ça marche pas, tu vois. Et souvent, on a envie de se coincer un peu dans des petites façons de faire, des box comme ça. Et il faut aussi garder en tête, alors je veux pas faire la mauvaise langue, mais il faut aussi garder en tête que c'est plus facile de vendre aux gens certaines méthodes plutôt que de ne rien avoir à leur vendre, tu vois. Si tu peux vendre un petit journal, si tu peux vendre une méthode parce que tu as inventé le régime du camp ou je ne sais quoi, qui est juste une façon marketing de présenter les choses pour pouvoir la vendre aux autres, ben il faut garder ça en tête et se dire que le but c'est essayer, c'est bien, et puis ensuite trouver ce qui fonctionne bien pour toi. Si courir ça marche, si cuisiner ça marche, si écrire 4,5 choses tous les soirs dans ton carnet ça marche, ben continue, tu vois, il y a pas de souci. Mais il faut essayer, je pense, itérer à nouveau. Ouais. C'est clair. Un truc que je voulais te demander aussi, de podcasteur à podcasteur, comment tu fais pour faire des épisodes en solo? Franchement, j'ai écouté tes podcasts et tout, et c'est fluide et tout. J'ai essayé une fois de faire un épisode en solo. Une fois. Terrible. C'est terrible. Il y a des pauses partout, etc. Donc, je voulais te demander comment toi tu fais. Est-ce que tu les prépares à l'avance ou tu as juste une idée comme ça et bam, tu appuies record et tu arrives à parler dessus pendant 1 heure? Je sais que certaines personnes font ça, certaines personnes, elles partent, et j'ai certains autres podcasteurs que je connais qui font ça. Vraiment, c'est no cut, ils aiment aussi cultiver le fait qu'ils puissent parler 1 heure de suite, c'est un entraînement, je pense. Moi, j'y arrive pas, concrètement, ça a l'air fluide, ça l'est quand même assez bien. Enfin, j'entends sur un épisode d'1 heure, des cuts, j'en ai peut-être... entre 5 et 10, on dira. Tu vois, je parle 10 minutes et puis ensuite, je prends ma respiration, je réfléchis un petit peu, je repars et ensuite je cut entre deux et puis je mets une petite respiration entre deux pour que t'aies l'impression que ça soit full fluide. Tu vois, après, je te le dis, moi, au début de chaque épisode, je regarde les premières phrases, je trouve une petite respiration qui est stylée, je la prends, je la copie-colle et je la mets entre chaque cut que je fais. Comme ça, t'as l'impression que je reprends juste ma respiration et je repars, alors qu'en fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai. En fait,
fait, je me suis arrêté quelques secondes. Des fois, je rote comme un porc entre deux trucs. Tu vois, forcément, je les coupe ces trucs. On est d'accord. Je réfléchis un peu. Je me dis, ok, je vais partir là-dessus. Et mes épisodes, moi, je les prépare dans le sens où j'ai évidemment une liste évidemment, comme plusieurs personnes, des gros bullet points que parfois j'élabore même par écrit. Je suis jamais en train de lire un texte, bien sûr, parce que c'est pas bon en podcast, je pense, si ça s'entend que tu es en train de réciter un truc. Et justement, je pense qu'il faut, c'est vrai que venant de YouTube, c'était pas facile, mais il faut réussir à embrasser et accepter les 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 ok, les. Faut évidemment pas que ça soit et puis qu'ensuite tu attends 10 secondes, ça faudrait éviter. Mais c'est vrai qu'au début, moi j'avais un petit peu cette idée de ok, je vais faire un podcast, je vais pouvoir couper un peu les répétitions, les machins, comme je fais sur YouTube. Les respirations, non, je me suis dit ok, c'est un podcast, je vais pas couper les respirations. Mais en fait, tu te rends compte finalement que c'est un format que les gens, ils ont envie d'avoir une discussion, et quand tu parles avec quelqu'un en face à face, bah là, comme on est en train de parler des et des trucs, il y en a beaucoup, on s'en rend juste moins compte parce que on se renvoie la balle, etc. Ouais. Et quand il y en a un qui arrête de parler, l'autre il peut reprendre le truc. Mais en vrai, ça part d'une idée, ça part d'un sujet, mais mes épisodes en mode ok, soit je veux parler d'un sujet précis. En fait, je me rends compte que c'est beaucoup plus facile de faire ça avec des épisodes de storytelling, entre guillemets. Donc, je parle de ma vie concrètement, donc je parle d'expériences à moi. Donc, forcément, je les ai vécues, je les ai en tête, elles sont faciles à ressortir et j'en choisis. Donc, je travaille consciemment, j'écris, je me pose et je me dis, ok, quel sujet d'épisode je peux faire. J'essaie de trouver des expériences que j'ai vécues qui ont été intéressantes pour moi et desquelles j'ai appris quelque chose, et j'essaie d'en faire ressortir le message de façon à présenter ça. Ok, oui, je raconte ma vie parce que c'est un moyen facile de faire un épisode, mais il y a de la valeur parce que déjà on est tous pareils et qu'il y a beaucoup de gens qui vont pouvoir s'apparenter à cette expérience. Exactement. Mais en plus à la fin, j'essaie de faire ressortir le message de j'en ai appris ça parce que j'ai vécu ça. Voilà. Est-ce que toi ça t'a rappelé des choses? Est-ce que toi ça va peut-être pouvoir t'aider à pas faire les mêmes erreurs? Est-ce que t'as juste passé un bon moment pendant que tu cuisinais ou que tu faisais tes courses à écouter quelqu'un parler? Chacun il trouve un petit peu ce qu'il veut là-dedans, mais c'est vrai que j'essaie de donner l'impression qu'il y a de la valeur pour ceux qui écoutent en présentant les choses de cette façon-là. Parce que je pourrais raconter les mêmes histoires en disant moi du début à la fin. Bah là, j'essaie de dire moi au début parce que c'est plus facile à raconter et qu'en plus, c'est plus facile aux gens de s'apparenter. Parce que c'est juste moi il m'est arrivé ça, et les autres disent ah ouais ben ouais, moi aussi en fait il m'est arrivé ça. Ah ouais d'accord, très bien. Et à la fin de dire ok, de partir sur une conclusion un petit peu plus générale en mode ok, j'ai raconté ma vie, maintenant comment est-ce que ça peut s'appliquer aussi à toi qui écoutes, si c'était pas déjà très implicite, j'essaie de ressortir ça. Mais c'est du travail, hein. Clairement, jamais je me pose devant mon micro et je me dis ok, c'est parti, petit épisode tranquille, c'est bouclé. C'est un exercice en soi, de faire un épisode de podcast par semaine, c'est vraiment c'est pas facile, mais ça reste un exercice aussi de discipline et c'est compliqué. C'est dur. Je pense que tu sais, c'est pas évident. Ouais. Mais c'est un exercice. C'est gratifiant aussi. C'est gratifiant de ça. Déjà, ça t'aide le muscle de parler en public, de prendre la parole, ça te permet de le cultiver aussi régulièrement. Et j'ai remarqué aussi, là en ce moment, je fais une petite pause parce qu'il y a pas mal de changements qui vont arriver. Donc je prends du contenu un petit peu à l'avance. Et c'est un truc, en fait, c'est un muscle. Quand tu t'arrêtes pendant un moment, tu le perds. J'ai remarqué que quand j'enchaîne tous les mois les podcasts toutes les semaines, j'arrive vraiment à tenir une conversation avec quelqu'un, etc. Et là, ça fait 2 podcasts que j'ai repris et je me dis, putain, ah ouais, il faut que je me chauffe et que c'est comme un muscle, comme si tu faisais du curl biceps, tu vois. Et donc, c'est marrant, c'est marrant. Comme quand tu pars en vacances 3 semaines, tu reviens, t'as l'impression, ok, alors non, t'as pas perdu toute ta masse musculaire normalement, mais tu te dis, ok, faut que je me remette dedans, faut peut-être que je prenne 1 ou 2 séances pour revenir à mes perfs parce que j'ai arrêté tout simplement. Et là, c'est la même chose, c'est vraiment quand t'arrêtes, c'est tellement dur de reprendre. C'est comme c'est difficile de commencer, c'est difficile de recommencer aussi. Heureusement, ensuite, tu vois, t'as la mémoire musculaire, entre guillemets, pour tout ce que tu fais, donc ça revient vite, t'as la mémoire des circuits neuronaux de ok, c'est vrai qu'en fait, je parle et tout ça. Et c'est vrai que quand je prends de l'avance dans mes épisodes, ce qui m'est arrivé peut-être une fois, tu vois, et que j'enregistre pas d'épisode pendant 2 ou 3 semaines, même s'il y en a quand même qui sortent, quand je me remets devant, c'est un peu bizarre, tu vois. C'est comme quand je filme des vidéos facecam. Parfois, je fais des vidéos dehors, du coup, je filme pas chez moi tout seul devant ma caméra pendant 1 mois et demi, et quand je me remets devant, je suis là, ok, ah ouais, il faut que, ok, allez, on se chauffe un peu, on se met des petites claques, on essaye de pas être chiant, tu vois, et de se remettre dans le truc. Ah ouais, c'est tout un entraînement, tout un exercice.
Mais Je vois très c'est bien. comme tu l'as dit, très gratifiant et très cool. Mais je t'encourage à essayer de faire des épisodes tout seul parce que tu vas t'améliorer et tu vas trouver ça cool et tu vas te dire ah ouais, c'est une option en plus pour sortir des épisodes de temps en temps. Et j'avais pas pensé, c'est vrai que c'est une bonne idée aussi de quelque part accrocher une idée à une expérience que tu as vécue personnellement. Parce que c'est vrai qu'effectivement, c'est plus facile de raconter quelque chose que tu as vécu plutôt que d'itérer sur une idée un peu abstraite, quoi. Les idées abstraites, j'ai l'impression que c'est très bien pour en discuter avec quelqu'un. Quand tu as un pote ou quand tu fais, entre guillemets, une interview, moi j'ai plusieurs formats, entre guillemets, j'ai le format interview où vraiment on parle beaucoup de l'autre personne. Et j'ai aussi certains formats où c'est plus discussion, et ça c'est plus avec des gens que je connais vraiment, des potes, même s'ils peuvent être créateurs de contenu aussi. Et là, on part plus d'une idée abstraite et on se renvoie la balle et on philosophe, entre guillemets, sur le truc. Et ça, c'est quelque chose qui est sympathique à faire à deux. Et le côté très carré de j'ai un sujet précis que je vais aborder tout seul, c'est ce que j'avais essayé de faire au tout début. J'ai commencé à faire des épisodes sur le sport, sur la nutrition, j'ai fait des trucs un petit peu plus recherchés. Et je me suis rendu compte, putain, c'est du travail. Il faut que j'aille préparer l'épisode, il faut que je sache ce que je dise, etc. Et je me dis, ouais, c'est beaucoup de travail. C'est autant de travail qu'une vidéo YouTube, alors que le podcast, c'est pas le but, quoi. Ouais. Exact. Et moi, c'était pas du tout le but quand j'ai commencé le podcast. C'était justement pas de me faire trop de travail en plus. C'était justement de me libérer de tout le travail que ça implique de faire une vidéo YouTube. Et c'est pour ça que je me suis dit, ah ouais, ce format storytelling expérience que j'ai entendu dans d'autres podcasts, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est sympa. Moi, j'aimais bien écouter ça aussi. C'est pour ça que je me suis dit, ah ouais, j'aime bien en fait entendre un petit peu le podcasteur que je suis, que du coup, j'apprends à connaître et à apprécier. Je me dis, ah ouais, mais c'est cool. J'aime bien quand il me parle de sa vie et encore plus quand j'ai l'impression que ça puisse s'apparenter à ma vie à moi. Donc je me suis dit ok. Donc c'est un format cool. Je t'encourage. Je t'encourage à tester. On verra. Peut-être qu'on explorera ça dans les prochains test. épisodes. Ouais. Avant que je te pose mes questions de fin, Eric, est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé que tu voudrais aborder ou pas? Écoute, non, rien qui me vienne particulièrement à l'esprit. Ouais. Bon, ça me semble déjà pas mal. C'était très, très agréable en tout cas. Alors je sais que c'est pas encore fini, mais c'était très agréable de discuter avec toi. Le meilleur pour la fin, t'inquiète pas. Le meilleur pour la fin. J'ai des questions un peu donc plus rapides qui sont plus orientées au powerlifting, mais on va s'adapter pour le street workout. Mais même tu peux me les faire en power, hein, comme tu veux, vas-y. De toute façon, tu vas y venir. Si t'aimes bien le squat et le deadlift, moi je vais faire tout pour que tu mettes au power, t'inquiète pas. Quels sons tu écoutes quand tu... Alors pour nous on appelle ça PR quand tu fais un personal record, donc quand tu bats un record sur une barre. Alors quels sons toi tu vas écouter pour te motiver avant de faire une figure que tu n'as jamais tentée, on va dire? Un bon gros drop électro. Moi j'écoute beaucoup électro dubstep, des trucs un petit peu... Non, c'est vrai? Ouais, j'aime bien. Un dubstep... Par exemple, un mec que j'écoute beaucoup en ce moment, qui est peut-être, tu vois, moi les genres, j'ai un peu du mal, je suis pas le roi de la musique, mais un mec s'appelle Panda Eyes, il fait de l'électro assez puissante dubstep, il y a des gros drops et moi j'adore un peu tout ça, c'est vraiment c'est ce genre de choses j'écoute. Par exemple du rap et tout ça, j'écoute jamais quand je m'entraîne, même si je sais qu'il y a des gens qui aiment bien. Moi je suis beaucoup plus j'aime beaucoup l'électro en vrai. Le rap je l'écoute plutôt quand j'écris parfois, c'est un peu les seules musiques avec paroles que je peux écouter quand j'écris et quand j'essaie de créer, mais non, moi je suis plus électro. J'ai ma petite playlist et puis souvent je fais tourner en boucle la même chanson quand j'ai envie de vraiment de me mettre dans le game et de pousser lourd quoi, ou de tenter un truc. Mais c'est vrai que les drops, tu vois, je pense qu'on est tous un peu comme ça. Ça marche là. pas mal, moi aussi. J'aime bien. Ouais. Ok. Ton lift préféré entre le squat, le soulevé de terre et le développé couché? Ouais, quand même le développé couché quoi. Clairement. Ah ouais. Je pensais que t'aurais dit squat du coup. En vrai, je préfère j'aime beaucoup le squat, mais j'aime beaucoup le développé couché. J'en fais aussi de temps en temps, tout simplement parce que j'ai quand même plus de facilité avec le haut du corps. Mon squat est pas tant que ça plus élevé que mon développé couché, tu vois. Alors que normalement, ça devrait être le cas clairement, et le deadlift devrait être encore au-dessus. Et le deadlift, j'en fais assez peu en ce moment, donc je pense pas qu'il soit monstrueux. Ouais, c'est vrai, c'est presque égalité entre squat et développé couché. Le deadlift, clairement, il est en dernier. J'aime beaucoup, c'est très agréable de faire du deadlift, mais j'ai jamais été très régulier dessus, en fait. Après, le développé couché, c'est l'exercice un peu roi de la musculation. Quand tu arrives en salle, personne va te demander combien tu deadlift, combien tu squats. On va tous te demander combien tu fais au développé couché. Donc.
Ça dépend si t'as des potes dans le power, là, clairement, ils vont dire, on s'en non, fout nous, du c'est décès, combien tu fais au délit. Ça dépend, Combien si tu t'es squattes, mec des spécialistes du pontage, eux, ils vont te dire, Ouais. moi, t'inquiète pas, développé couché, j'ai autant que ton squat, mais ouais, c'est clair, c'est clair. Ouais, c'est vrai Ah. que c'est plus intéressant quand tu débarques à la salle en tant que débutant, t'es plus là en mode je veux des gros pecs que je veux des grosses cuisses généralement, ou je veux un gros soulevé de terre, sachant alors que je sais même pas ce que ça entraîne, tu vois. Donc, ouais, c'est clair. peut-être pour ça. Alors, normalement, ma question d'après, c'est Fitness Park ou Basic Fit, mais est-ce que vous avez Fitness Park et Basic Fit en Suisse? Ah, on a ni l'un ni l'autre. Après, de ce que je connais de la France et de tout ça, moi j'aurais tendance à vouloir aller chez Fitness Park, simplement parce que j'ai l'impression que c'est plus peut-être, j'ai pas envie de dire luxueux, mais complet peut-être, ou enfin tu vois, Basic ça renvoie plus Ça une fait low image, cost, ça fait très low cost. ça fait low C'est cost, vrai. très Plus que pratique. Fitness Park. Fitness Park, ils ont l'air d'avoir un décor intérieur qui est assez attrayant dans les trucs Instagram que je vois dessus, mais en Suisse moi Ok. j'ai autre chose. C'est marrant. Vous avez quoi en Suisse? Bah, on a des chaînes, tu vois, que tu n'as sûrement jamais entendu parler, mais qui sont très populaires. Peut-être Let's Go Fitness, Active Fitness, Non-Stop Gym. Moi, je vais chez Non-Stop Gym. C'est une chaîne qui a une douzaine de centres en Suisse, qui est ouvert 24 sur 24, que j'aime beaucoup, qui est très pratique du coup. Et ouais, 24 sur 24, voilà. c'est un truc, on a rarement, nous on n'a pas trop ça en France. Justement, Les c'est un truc que j'aime bien. 24. Enfin, c'est toujours ouvert, tu viens, Ouais. t'entres avec tes empreintes digitales, et puis tu viens carte. quand tu veux. Ouais, carte, hein, ça j'aime bien. Et espace fonctionnel pour faire des muscle-up avec un plafond suffisamment haut, c'est tout ce que je demande généralement. À partir du moment où ils ont pensé à nous, c'est bon, quoi. Ouais. Ça, c'est important, c'est ce que je vais voir avant d'aller dans une salle, quoi, clairement. C'est clair. Qu'est-ce que tu prends en intra-training si tu prends quelque chose? De l'eau. Full eau. Ouais, de l'eau et de la magnésie. C'est tout ce que je De l'eau et de la consomme magnésie. en entraînement. Ouais. Alors la magnésie, je la vois pas, mais j'en mets plusieurs fois généralement. Non, je prends des pré-workouts, des boosters depuis très longtemps. Moi, je suis tombé dans les compléments alimentaires quand j'ai commencé la muscu parce que on me les a bien vendus forcément pour avoir des progrès. Aujourd'hui, Les en plus, je suis pré-workouts, c'est un sponsor, truc de donc ouf. Je pense que c'est le truc qui marchait le plus à l'époque que j'ai commencé la musculation. Maintenant, je me suis mis à le faire un petit peu moi-même. Tu vois, j'achète ma citrulline, j'achète Exact, ma caféine de pareil. mon côté, je fais mon petit mélange de mon côté parce qu'au final, tu te rends compte qu'ils sont tous sous-dosés et que ça fait pas grand-chose, qu'il faut prendre Exact. 4 scoops si tu veux un bon dosage. Mais c'est le truc, t'essayes toutes les flavors au début, tous les goûts, etc. Et c'est vrai que je me rappelle. C'était un peu moi, c'était le C4 qui marchait beaucoup. Ah, le C4, Jack 3D là. Jack 3D avec la Le truc qui a été interdit là. Dès qu'ils l'ont interdit, tout le monde a voulu l'acheter. les méthamphétamines dedans là, ouais, il paraît que ça boostait bien ça, il me semble, hein, quand il y a de la drogue dedans, il me semble que ça marchait bien, ouais. Tu m'étonnes. Ah putain, ouais, moi aussi j'ai geeké beaucoup, je sais pas si tu connais le site examine.com, mais j'ai passé beaucoup de temps dessus justement à essayer de m'informer sur les dosages et tout ça, parce que dès que tu comprends que l'industrie du complément alimentaire c'est quand même énormément de marketing et d'argent plus que de promesses de résultats, là tu apprends effectivement et tu te dis ok, est-ce que j'ai envie nécessairement d'avoir tous ces édulcorants et tous ces trucs qui soi-disant servent à quelque chose mais qui servent surtout à gonfler l'étiquette pour avoir une liste d'ingrédients plus grande et avoir l'impression que tu en as plus pour ton argent, ou est-ce que j'ai juste envie d'avoir ma citrulline, ma bêta-alanine, ma créatine, ma caféine, les trucs tu sais qui sont testés, prouvés, qui fonctionnent, et de faire mon mix moi-même. C'est vrai que je suis aussi passé par la case, j'ai tous mes petits sachets, je prends une petite scoop là, je fais mon mix, et puis ensuite en plus je suis fier de moi, je me dis ouais, moi je fais les choses bien, bon dosage. Tu te sens un peu chimiste en plus, t'es là avec Ouais, tes tu te scoops. sens, tes petites scoops et tout, tu dis ok, ça je sais que c'est 5 grammes, ça je sais que c'est 2 grammes et demi, allez, on balance ça. Ah, ça fait partie des, tu vois, t'as l'impression d'appartenir aussi, du coup tu fais partie de ceux qui connaissent un peu, du coup tu suis un vrai là-dedans. Ouais, t'es un vrai, ouais, je suis un vrai, moi je sais ce que je fais, etc. C'est clair. Cool. Du coup, j'allais te demander on demande une anecdote de compète, mais t'as jamais fait de compète de street lifting? Ou si, quand même essayé une fois. J'ai fait quelques compètes de street workout, mais après, tu vois, le street workout étant développé comme il est, et étant donné que ces compètes, je les ai faites il y a plutôt 2 ou 3 ans, c'est vraiment plus des compétitions amicales que sérieuses. Des anecdotes de compète. Ouais, C'est un truc, petit truc qui te revient, un truc marrant, un truc. Une anecdote que j'aime bien, c'était juste un bon moment entre guillemets, et c'est ce qui m'a fait me dire que en fait les compètes c'était cool quand même à ce niveau-là, c'est que cette ambiance, cette atmosphère, ça te pousse vraiment à donner le meilleur de toi-même, et que de trouver cet état, cet environnement physique et psychologique que tu retrouves en compète quand tu t'apprêtes à faire des max. Moi je me souviens une fois j'étais dans une compète et je devais faire max dips, c'est juste max dips poids du corps, donc dead stop, tu t'arrêtes en haut, tu repars, il faut en faire le plus possible. Et je me souviens quand je suis arrivé à la fin, forcément tu vas jusqu'à l'échec de là, tu vas
jusqu'à l'échec de l'échec, parce qu'il y avait tous mes potes. Ouais. Il y avait mes potes qui me hurlaient dessus à côté. Allez. Et là, t'es là en mode, mais tu te rentres dans une dimension. À l'entraînement, c'est pas facile de se mettre dans là-dedans. Et ça m'a marqué, tu vois. Donc, c'est un peu l'anecdote que j'aurais, c'est que c'est bien les compétitions pour vraiment te tester. Bah, y a rien de tel qu'un environnement compétitif comme ça, quoi. C'est clair. Bah, merci beaucoup, Eric. C'était super cool. Merci beaucoup, Hugo, pour l'invitation. Très agréable. Et ouais, bah, merci pour l'opportunité. Voilà, merci encore à Hugo de m'avoir invité, d'avoir discuté un petit peu avec moi. J'ai trouvé ça très cool. J'espère que ça t'aura plu également. Ce n'était pas un épisode 100% original, du coup, parce que là, je suis en déplacement. C'était chaud d'enregistrer un épisode solo. La semaine prochaine, il y aura jeudi prochain un épisode avec moi-même face à mon micro. Et je pense qu'avec toutes les interviews que j'accumule un petit peu ces jours, je vais ensuite alterner un petit peu un épisode solo, la semaine d'après une interview, etc. Et normalement, les interviews seront toujours disponibles en vidéo sur la chaîne au même moment que l'audio est disponible. Les épisodes solo, l'audio, la vidéo arrivera un petit peu plus tard sur la chaîne YouTube, mais pour les interviews, évidemment, ça sortira en même temps le jeudi, normalement, si tout va bien. Voilà, merci beaucoup pour ton temps et ton attention. On se retrouve jeudi prochain, normalement, si tout va bien, pour un prochain épisode. En attendant, travaille bien, prends soin de toi. Ciao.